Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez tous très très bien malgré un marché qui va mal. Enfin, les marchés sont dans un élan pas possible. On va pouvoir en discuter. Et bien entendu, la réponse à laquelle on discutera ce soir, ce sera de trouver le coupable à ces bains de sang qu'on a sur tout ce qui est actif à risque. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières 48 heures, car c'est très sportif. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai mon ami Joe. Comme d'habitude, comment tu vas cette semaine? Bah écoute, ça va, on s'est vu en plus lundi, donc ça fait une petite semaine, on n'a pas tant de news que ça. Et voilà, après un mois de juillet qui a été explosif, on pouvait s'attendre à un petit mois d'août un peu flopesque. Bah voilà, on l'a. Il y a plein de raisons. En plus, on a eu une news incroyable hier, on va en parler. Et le marché s'est dit non, nique sa mère, je me barre. Incroyable. On va un peu, de toute façon, décortiquer tout ça. Et toi, comment Euh, ça va du coup? Bah ça va très très bien. C'est une belle semaine qui s'achève, belle en termes de news, en termes de trucs qui se passent dans le marché de manière générale. Et comme d'habitude, je suis très content de retrouver le chat. Je vois que vous avez l'air affûté ce soir, ça fait plaisir de vous voir. On va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé, hein, puisqu'on a Trump qui a décidé de remettre une petite couche sur les tarifs. Les données macro étaient un peu, enfin jusqu'à hier, et même aujourd'hui, les données étaient plutôt correctes. On a eu en plus de ça la Chine, on a des rumeurs de guerre avec Taïwan, on a Trump qui vient de tweeter il n'y a pas très longtemps, comme quoi il répondait à des menaces de la Russie aussi, etc. Donc on a eu tout ce qu'il fallait pour faire dégoupiller les marchés. C'est dû à quoi spécifiquement? Je pense qu'il n'y a pas de raison précise, mais que ça a été un peu un trop-plein et que les marchés ont décidé de dégoupiller. Donc on va prendre le temps de regarder ça dans les news. Tout à fait. Euh, je viens de voir la gueule du VIX, effectivement, le VIX qui est en très forte hausse, voilà, qui est représentatif de cet état de stress et de volatilité qu'on a eu aujourd'hui et hier. Par contre, on peut Euh, peut-être noter que les alts tiennent pas si mal, hein, en vrai. Quand on voit la gueule de Ethereum ou BTC, en alors, vrai, je les... pense faut le dire vite. Ouais, ça dépend lesquels. Après, c'est celle que je surveille, mais... Hum, je pense faut le dire très très vite, hein, parce que même quand tu regardes du Other, ça a quand même bien dérouillé. Et là, après, on parle du DOM d'hier, etc. Mais ça fait déjà quelques semaines que les alts sont. Enfin, quelques jours, disons que les alts sont vraiment partis. Ont au moins cassé leur tendance à court terme. J'ai fait un stream sur ma chaîne en tout début de semaine, ou hier, je crois, pour en parler. Et Attends, gros, on a. pardon, je te coupe, hein, mais il y a Hype, il a 37 $, hein. Si vous l'en C'est. achetez, c'est maintenant, hein. C'est rien, ça, c'est seulement la reload zone acheteuse. C'est une 37 $! bagatelle. Waouh! Ah, C'est j'avais une pas vu, bagatelle. incroyable. On va faire ce stream en plein crash si c'est pas magnifique. Euh, Foxy qui dit Trump coupable, même imposteur des marchés. Vous mettez bien qui vous voulez. Dans tous les cas, on va surtout regarder en fait sur les différents horizons de temps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Tout va dépendre un peu du profil que vous achetez. Euh, et salut Ozzy, salut Take aussi. Ça va très très bien. Donc ouais, on a eu, on va reprendre un petit peu les news. Je me suis noté quelques petits trucs là pour démarrer cette mission. Tac tac. En fait, on a eu un début de semaine où tout allait bien. Et en Hmm. 24-48 heures, ça y est, fallait être à l'affût. Je vais vous partager ça J'ai l'impression qu'on n'a pas tranquillement. arrêté d'avoir des trucs comme ça, où il y a un jour ça allait, le lendemain, bain de sang, puis le lendemain, ça allait très bien, puis Est-ce bain que de tu sang. serais pas en train de décrire ce qu'on a vu dans un range à tout hasard? Ah, c'est un range, c'est ça. Hmm, c'est un range market. Bien réfléchir. Euh, Un kangourou et market, c'est ça. comme je l'avais dit déjà dans des précédents, enfin dans le précédent live et dans mon stream perso sur les alts, j'ai été stoppé dans la plupart des positions, soit à break-even, soit en profit, ou un ou deux SL par-ci par-là, mais rien de dramatique, juste parce que les momentum ont cassé depuis quand même un sacré moment sur les alts. On pouvait s'attendre peut-être à des rebonds, mais on n'avait pas de direction très claire sur BTC ni ETH. Et maintenant qu'on a une direction baissière, eh ben, il va falloir attendre tranquillement que ça se décante. On en parlera un petit peu plus après dans les news. On avait commencé justement, bah, c'était pour te dire, c'était hier.
avec une économie qui se portait relativement bien. Alors je voulais l'Economic Calendar d'Investing, tac, ça s'est fermé. Quand on prend les trucs d'hier, on était en mode bon, l'emploi ça va, l'inflation c'est toujours pas ouf, ça n'a pas changé. Un petit peu plus d'inflation que prévu, ça commençait déjà à mettre la petite puce à l'oreille, et aujourd'hui on a eu des chiffres qui ont vraiment, enfin, qui ont fait dégoupiller les marchés. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ça c'est pas la question. Si les marchés réagissent comme ça, c'est qu'il y a des raisons, mais on a eu des données sur l'emploi qui étaient un petit peu moins bonnes que prévu, et vraiment moins bonnes que prévu, notamment sur le nombre d'emplois, sur le chômage aussi qui a augmenté, et même en général sur les attentes d'inflation. On voit qu'on a quand même des chiffres qui restent relativement élevés. Donc ça a suffi à faire dégoupiller les marchés. Le discours de Powell n'était pas spécialement non plus particulièrement enjoué pour les marchés, puisqu'il était en mode bon, ok, on a ralenti un peu sur la croissance, bon, en vrai ça va pas si mal, on n'a pas besoin de couper les taux. Ça c'était la conclusion du discours. Et après on a eu toutes les spéculations autour des baisses de taux. On est passé en 24 heures, tout simplement. On était passé d'un il n'y aura pas de cut de taux en septembre à il y aura un cut de taux en septembre. C'est pour vous dire à quel point les marchés ont vraiment pas apprécié les derniers chiffres éco. Je vous montre hier, le 31, probabilité d'avoir un cut de taux en septembre 37%, aujourd'hui 80%. Donc on a vraiment l'impression qu'on est retourné dans ce narratif de la récession, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Encore une fois, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas. C'est à vous d'avoir vos avis et vos opinions. Néanmoins, c'est une explication quelque peu rationnelle à ce qu'on est en train de voir. Hein. C'est tout simplement de la peur. Voilà. Je pense qu'il faut dire ce qui est. C'est le retour de la récession et de ces narratifs-là. Happy Bear Market. Ah, si seulement. Je pense qu'il est encore bien trop tôt pour dire qu'on est en bear market, même si ça paraît tentant. Hein. J'aimerais beaucoup qu'on parte en bear market pour dire je vous l'avais dit, mais pour le moment je pense qu'il est encore trop tôt, ou en tout cas ça dépend de votre horizon de spéculation, bien entendu. Il y a un mois l'Ether était à 2500, aujourd'hui il a crash à 3500, tout est relatif. Effectivement, dit comme ça laisse à méditer. Tac. Et est-ce qu'il y aura une vraie alt-season, Joe? Est-ce qu'il y aura une vraie alt-season? Ça dépend ce que tu appelles une alt-season. Si tu parles d'un truc comme décembre ou mars dernier, je pense que oui. Je pense que ça nous pend au nez même. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait d'événements terribles. Mais oui, je pense. Je le montrerai en stream. Mais d'accord ou pas? Ce qu'on appelle des alt-season, ça c'était une alt-season, ça c'était une alt-season, ça c'était une alt-season, un peu. Une alt-season, c'est quoi? C'est un moment où les alts surperforment Bitcoin. C'était le cas là, c'était le cas là. C'était le cas. Mars 2024, c'était que ça? Dans ma tête, c'était une folie, mars 2024. Ouais. C'est marrant. C'est aussi lié à comment est-ce que Bitcoin s'apprécie, évidemment, parce que je rappelle que la Bitcoin dominance, c'est une réaction à tout ce qui se passe sur les marchés. Donc, voilà, donc la BTCD, pareil, qui nous imprime un petit W daily après s'être fait exploser. Donc ça montre qu'au moins à court terme, il faut s'attendre à plus ou moins de souffrance. On verra dans la partie de l'analyse technique qu'on a différents niveaux, différentes interprétations qu'on peut avoir, etc. Mais dans tous les cas, pour le moment, je n'irai pas vous dire que tout est fichu, mais je pense aussi qu'il faut prendre le temps d'acheter. Il ne faut pas acheter pour acheter et dire ah ça baisse, let's go, parce que ça peut encore baisser quelque peu. Sur Ether, on a des zones dans les 3300 qui sont intéressantes et qui sont graphiquement cohérentes avec certains types d'analyses. Et en plus de ça, toutes ces données éco, elles nous ont fait... alors, chacun y verra ce qu'il veut, mais un dollar qui a dégoupillé à la baisse, qui nous avait fait une belle structure en daily quand même, avec un beau W. À voir ce que ça donne à partir des nouvelles data qu'on a. Est-ce que le dollar va se mettre à chuter de nouveau et repartir vers là où il était, ce qui pourrait être plutôt intéressant pour les actifs à risque, ou est-ce qu'on va tout simplement consolider, etc. Ce sera à suivre. En tout cas, on ne manque pas de news pour s'occuper en ce mois d'août. On va avoir plein de choses à suivre, et ça, c'est super. Tout à fait.
On peut peut-être parler de la giga news, peut-être la news de cette décennie sur la crypto, Bien qui est sûr. sortie hier. J'ai l'impression que les gens réalisent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont très liés à la spéculation, mais vraiment tous les mois, on a une news de la décennie. C'est depuis que Trump est à la tête du gouvernement, il a plus que délivré. Enfin, c'est une folie ce qui se passe aux US. Mm. Et du coup, la news, c'est que la SEC va lancer un projet crypto. Alors, c'est en fait ce qu'ils vont vraiment faire. J'ai plus l'article sous les yeux, mais en clair, ils vont faciliter le passage des equity, des stocks vers le on-chain. Ils vont aussi réguler la crypto. Ils vont essayer de merge un peu toute la finance entre la finance traditionnelle et notre finance à nous, la DeFi, tout ça. Ils vont essayer d'être un peu ce pont. Donc, je pense que c'est ça qu'ils entendent par projet crypto. Donc, en fait, on va juste voir ce qu'on attendait et ce que je pensais voir dans 20 ans. C'est la finance traditionnelle, on-chain et nos cryptos dans la finance traditionnelle, dans le même paquet. On va merger les deux investisseurs. Et je vais donner mon avis rapidos. Après, je te laisserai donner Bien ton sûr, avis. je t'en prie. J'ai vu Tisma qui était assez bearish là-dessus. Et je suis pas d'accord. C'est rare que je sois pas d'accord avec lui parce que j'aime beaucoup Tisma. Il fait du très bon taf. Là, je n'étais pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, le fait, si jamais moi j'ai la possibilité d'aller dans des actions, je vais pas forcément y aller. Ça dépend de où on en est dans le cycle, tout ça. Si j'avais envie, j'ai pas besoin d'attendre cette news pour y aller. J'ai juste à télécharger notre application, Robinhood par exemple. Là, en fait, ça permet juste d'ouvrir le marché à beaucoup plus de gens. Et tu auras toujours des gens, pour moi en tout cas, ça c'est mon avis, on verra. Hein. On essaie de prédire le futur, on peut pas le faire. Mais je pense qu'on aura toujours des gens qui chercheront de la volatilité dans le marché crypto et que c'est pas parce qu'on a les stocks qui vont arriver on-chain que tout de suite il y aura plus personne qui va aller sur les alts. Je pense que voilà, les alts, c'est un peu comme un launchpad, c'était un truc qui n'était pas accessible avant aux gens. Et je m'inquiète pas du tout pour nos alts, je trouve ça plutôt bullish. Peut-être sur les alts un peu shady, on verra, ça dépend de la régulation. Mais sinon, sur les grosses alts, puis j'imagine même pas le volume que ça va faire si jamais tout passe on-chain. Mama. Et toi, du coup? Au début, quand j'ai vu le tweet de Tisma, j'étais d'accord avec lui. Mais je pense que je suis d'accord sur. Pas sur la partie de la spéculation, du coup, mais sur la partie de. Le fait qu'il y a beaucoup de projets crypto qui juste vont officiellement servir à rien. Parce que juste, il y a beaucoup de projets qui vont être directement faits par des acteurs de la TradFi et du gouvernement. Est-ce que ce sera bien, pas bien, etc. Ça c'est encore un autre débat, mais c'est des acteurs qui ont plus d'argent, plus de moyens, plus de compétences, plus de capacités. C'est pas des startups, hein, au final, on parle de Wall Street, hein, donc ça commence à faire un paquet d'oseille, un paquet de gens quand même compétents. Donc en soi, quand j'étais d'accord avec lui, j'étais plutôt d'accord sur le fait qu'en tant qu'infra, en tant que développement, etc., c'était plutôt bearish entre guillemets pour les alts qu'on connaît maintenant, qui vont pour beaucoup peut-être servir plus à rien. On pense à des Hondo peut-être, etc. Est-ce que Hondo va avoir son rôle à jouer si c'est la SEC qui tokenise la totalité des trucs? Bah, c'est une question qu'il faut se poser. Je dis pas que ça arrivera, mais je dis que si c'est le cas, bah, dans ce cas, c'est des propositions de valeur qui tombent absolument à l'eau. Des chaînes ultra rapides. Est-ce que c'est pas possible qu'on envoie une développée par Wall Street, par la SEC, etc. Peut-être que si. Enfin, il faut penser à tout ce qui est possible. Mais en tout cas, oui. Et après, quand j'ai relu et que j'ai vu ce que tu avais dit, j'étais plutôt d'accord sur le fait qu'en tant que, sur la spéculation, je pense qu'on a encore de beaux jours. Et que dans tous les cas, on est dans un écosystème crypto qui ne jure que par la spéculation. C'est pas nouveau. C'est juste que je pense qu'on va, on va prendre de plus en plus cette voie et qu'on verra de plus en plus la dichotomie entre le fondamental entre guillemets et la spéculation qui risque de s'accentuer. Ce qui est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Hein. Donc bullish alt, mais pas toutes, en fait. Bullish alt, bullish marché crypto, bullish alt, mais pas tout. Et de toute façon, on parle à des horizons long terme parce que ça va prendre des années à faire, je pense. Donc on a, si vous vous inquiétez pour l'année 2025, ne vous en faites pas. Je pense que tout va encore pour le mieux. Voilà. Ouais. Tout à fait d'accord. Pourquoi Trump envoie des tags tous les vendredis? Parce qu'il sait que les marchés sont fermés et que ça va faire dégoupiller tout le monde le week-end. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est une excellente chose. Hop.
Gap CME vient d'être comblé, on repart. Effectivement, on en parlera sur la T. Le problème, c'est que là, on n'est pas en train de combler le gap, on est en train de lui exploser sa mère au gap. Et qu'on est en train de passer à travers. Donc bon, pour le moment, on verra ce qu'on en fait. Il faut pas être trop pressé non plus. Même si on verra qu'en dézoomant, il n'y a pas grand-chose de dramatique non plus. Bien. Est-ce que vous avez commencé à parler de l'euro numérique avec les dangers qui arrivent? L'euro numérique, quelle vaste blague. Déjà, l'euro de base, quelle vaste blague. En plus, le digitalisé, oh là là, quelle vaste blague. Non, l'euro numérique, on va pas s'y intéresser, désolé. En plus, c'est sur une blockchain privée, je crois. Enfin, c'est sur pas une blockchain, pense, c'est une ledger. Ouais. Je pense. Lorsqu'on croit un crypto, on achète du BTC à détaillage dans la peur parce qu'à long terme, on est gagnant. Sur BTC, oui. Sur Ether, à très long terme, ça pose des questions. Ça dépend de comment évolue l'écosystème et qu'est-ce qu'on valorise. Mais ça reste à minima solide, on va dire. Mais encore une fois, pareil, pas besoin de se précipiter. Pardon. Et Dargo qui a peut-être eu raison en fait. On va peut-être voir en live Dargo avoir raison. Qui disait avoir vendu le bottom. Il disait avoir vendu le bottom, oui. Mais si on crash, Dargo aura eu raison. Je devrais m'excuser publiquement à Dargo. Mais je pense pas. Ouais, bah de toute façon, on verra. Comme je dis, on va être sur des niveaux qui sont plus ou moins intéressants. C'est un bon RR en fait. C'est ce que je disais à Dargo. Je disais, est-ce que c'est pas le meilleur niveau actuellement Après, tu peux gagner la liquidité pour plus bas, mais ça reste un niveau tellement fort. Il va en falloir. Après, je sais qu'on va parler beaucoup de W, etc., de retest de lignes de coût, et je serais d'accord sur le principe, même si des lignes de coût, ça peut s'enfoncer plus ou moins profondément. Mais dans l'idée, je suis d'accord, et je mets mon envie de côté qui est de dire qu'on part en bear market, parce que ça m'arrangerait que les gens arrêtent de me vanner, pour dire que so far, so good, entre guillemets, et que... disons que c'est pas surprenant de voir un momentum comme ça, sachant que ça fait déjà à minima une quinzaine de jours qu'on est je dis bien sur les alts, ça fait déjà une dizaine de jours que j'étais en mode, les gars, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier quand on voit des AAV qui ont perdu leur tendance ultra franchement, beaucoup d'alts qui avaient perdu leur tendance, il n'y avait que les majors qui étaient relativement saines et toujours sur leur support qui ont petit à petit lâché. Donc bon, faudra voir ce que ça donne. Quoi qu'il se passe, la remontée sera longue. J'aurai le temps de me positionner. Oui et non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle long. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que le truc dans mon PF qui tient le mieux, ce sont les mêmes coins. Genre les mêmes coins, elles ont rien dévissé. Ouais, ça dépend lesquels, évidemment, t'en as des milliers. Mais je suis assez choqué de voir à quel point le marché des mêmes coins est décorrélé. Je pensais que c'était un truc qui allait plonger. Et en fait, non. C'est vrai. Je vois du bon en daily qui est absolument tétanisant. Ah bah le bon que de toute façon j'avais dit de pas FOMO dessus. Tout le monde a voulu FOMO dessus, bah je sais maintenant. D'ailleurs on en parlera, parce qu'il y a des news intéressantes. Des petits trucs autour. D'ailleurs je te propose qu'on passe aux news en vrai. Bah allez, let's go. Si tu veux on peut commencer par ça, tant qu'on y est. Je crois que c'est moi qui ai la news. Vas-y, je crois que c'est toi, ouais. J'ai plusieurs news en plus sur les launchpads. Tac, partager l'écran. Alors on va commencer par Moonit. Moonit, je sais pas si vous connaissez 9gag. Moi j'en avais parlé avec Tom, mais il est trop jeune pour l'avoir connu à l'époque. À l'époque c'était vraiment une application que tout le monde avait. Et c'est une application où tu as des mèmes de partout. Et moi ça fait 15 ans que je connais le bousin, je suis tout le temps dessus. Donc ça m'a fait bizarre de me dire putain ça y est, en fait il commence à tokeniser les mèmes qui sont envoyés sur 9gag sur Moonit. Donc, en fait tu vas sur Moonit et tu retrouves les mèmes. Et après tu peux investir dessus un peu à la Zora, mais version mème. Et je trouvais ça, c'est la théorie memecoin de OnCoin Everything qui est là devant nos yeux. Je sais pas où ça ira, mais je trouve ça assez fou et ça a fait beaucoup de volume à sa sortie. Faut voir si ça tient. C'est pas garanti, mais il y a quand même il y a combien, 2 millions? Je crois qu'il était à 2 millions tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a aussi PumpFun qui rachète. Je peux vous donner d'ailleurs le lien si vous voulez, mais qui rachète plus de 100% de ses revenus qu'il génère. Donc en fait, il est passé de 25 à 100% sans rien dire. On n'a pas eu d'annonce, on n'a rien eu. Et plus, il y a des gens qui sont allés fouiller dans le code
de PumpSwap qui a été update, qui maintenant traque le volume. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait des incentives pour les gens qui font du volume sur PumpSwap à l'avenir. On n'a pas d'annonce. C'est-à-dire que la team, que ce soit le compte officiel ou que ce soit Alon, ont disparu pendant une semaine. On a juste ces petits trucs là, comme ça. On n'a aucune annonce officielle. Voilà, c'est très bizarre ce qui se passe. Mais c'est pour ça qu'on commence à voir les gens un peu revenir sur PumpFun. On peut aller faire un tour hein, si vous voulez. On voit que c'est très timide parce que franchement, Bonk a vraiment étalé le game pendant un moment. Voilà, là on voit que ça remonte. Donc là, ça c'est le total volume. En total volume, il n'a pas trop morflé PumpFun en réalité. C'est sur le nouveau volume qu'il a pas mal morflé. Et voilà, on voit que ça remonte un petit peu. Alors Bonk récemment, il est remonté aussi. Mais pour ça commence un peu à feu de Bonk. Surtout que je voulais aussi vous montrer un truc qui est assez intéressant pour les mêmes coiners. Parce que moi, je suis pas très bullish Bonk. On en a déjà parlé ici. Parce que voilà, en fait, mon problème, c'est ça. Quand vous allez sur... Merde, il est con. Quand vous allez sur tous les tokens... Bon bah merde, j'arrive plus. Si vous allez sur tous les tokens, c'est vrai que l'écosystème est pas fou. Et c'est un peu ce qui manque à Bonk. C'est pour ça qu'il se fait beaucoup FUD en ce moment. Parce que déjà, le prix chute, donc les gens FUD, c'est toujours pareil. Et c'est parce que, bah, à part Useless, il n'y a pas de très beau coin avec une très grosse communauté. Donc voilà, faudra suivre. Ça va être dur pour Bonk de garder sa domination, je pense. Après, ça dépendra des choix aussi de la team de PumpFun qui a beaucoup déçu ces dernières semaines. Donc on va voir ce qu'ils vont faire quand ils reviennent. Hein. Ils ont pris des petites vacances là. Ok. Eh ben écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, vous avez l'info sur PumpFun. Pourquoi pas? En vrai, j'ai envie de dire, ils ont fait n'importe quoi au début. Peut-être qu'ils sont en train de se mettre dans le droit chemin pour la suite. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est le divertissement. Moi, je me régale. Ah, là, on est divertis. Incroyable. Hein. On est divertis. On passe un très bon moment. Tac, je reprends tranquillement les petites news parce que j'ai fermé un truc sans faire exprès. Excusez-moi. Vas-y. Hop, tac, c'est reparti. Donc, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté des instits. On a eu... eToro qui a annoncé tokeniser des stocks US sur la blockchain Ethereum. C'est pas nouveau qu'il y a des trucs qui se tokenisent, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est un acteur de plus. eToro, c'est un acteur qui est mid-tiers. Mais il y a pas mal de gens qui utilisent quand même. Donc ça peut être intéressant de voir le développement à partir de là. Toujours sur Ethereum, on a eu BlackRock qui a déposé du coup le dossier pour le staking sur les ETF spot Ether. Maintenant, alors je crois qu'on m'a dit que la réponse, elle serait quelque chose comme en octobre au grand max. Donc on verra d'ici là si on a d'autres informations à se mettre sous la dent. En tout cas, le dossier a été déposé pour ça. Et du côté des ETF, bien entendu, on a eu des outflows sur BTC hier. Et quand je vous dis que ça a été vraiment les dernières 48 heures qui ont été ultra agressives, c'est que c'est pas une vanne. Hein. Ça a vraiment switch d'un coup. Et sur Ether, c'est encore plus flagrant puisqu'on était encore à 200 millions, etc. D'inflow, 400 millions en tout début de semaine. Du coup, si je me trompe pas, en fin de semaine dernière, pardon, et en début de semaine, on a eu quand même des petits inflows, et là, depuis les dernières 48 heures, on a complètement coupé les inflows, on est à 5 et 17 millions, on aurait dit les inflows qu'il y avait en plein milieu du bear market qu'on a eu pendant les derniers mois, donc voilà pour ça. Et sur Solana, de l'inflow léger, mais tout de même positif, apparemment ça continue de se développer. Et je crois en plus de ça, j'ai perdu le tweet, mais qu'on a eu un autre acteur assez important qui va proposer des ETF spot sur Solana, en plus de celui qui existe déjà. J'ai oublié le nom, je retrouve plus le tweet, donc voilà. Mais je sais que ça existe et que ça arrivera. C'est marrant parce que ça correspond un peu à ce que disait Jeff sur les options dans le groupe, hein, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que les acteurs se protègent. Et en fait, ça se voit un peu sur les ETF, quoi. C'est en mode prise. Ça a été ultra... Alors, ça fait déjà quelques semaines qu'on est en mode... Putain, les gars, quand même, à la hausse, les mecs sont quand même vachement prudents, ça parie plus tellement comme ça pariait, et sur les dernières 48 heures, ça a été vraiment, allez, on s'envoie de la protection. Je vous passe rapidement le channel de Jeff, hein, comme d'habitude, vous avez le lien dans la description des différents lives, si jamais vous voulez rejoindre le Discord, et n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un like et à vous abonner sur la plateforme où vous êtes, ça nous soutient, et ça fera toujours plaisir.
Je voulais juste revenir voilà, sur ce que disait Jeff, hein. Je vous ferai une vidéo dans tous les cas pour demain où j'en parlerai. Mais dans l'idée, on est toujours à la recherche de petites protections à court terme, même si sur BTC, on est relativement modéré là où on est. On ne cherche pas spécialement à défendre beaucoup plus bas. Sur Ether, par contre, on cherche quand même à se protéger bien en dessous, autour des 3300, 3400, etc. Ça commence à être des zones dans lesquelles on accumule un petit peu de protection. Et après, sur les flux courant septembre et reste de l'année, on reste largement aussi avec du 4000 plus d'ici là pour Ether. Voilà, histoire de faire un mini point pour ça. Et merci Jeff, comme dit Spock, exactement. S'il y a bien merci, quelqu'un Jeff. qui mérite d'être suivi, c'est bien Jeff, et il est dans le Discord des Crypted. Voilà, on enchaîne avec les news. On a un truc, on s'y attendait pas. Cubic qui a attaqué Monero, entre guillemets. En tout cas, c'est un petit peu une déclaration d'attaque parce qu'on a quand même le CFB, le CEO de Cubic, qui disait vouloir 51% du minage. Actuellement, ils ont un tiers du minage. Donc ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas où ça en est parce que je vous avoue, je m'en branle un petit peu. C'est rigolo, mais j'ai pas envie de passer ma journée à suivre ça. Ce qui est assez rigolo, c'est que avec Victor, on en parlait juste quelques jours avant que ça arrive. On disait que Cubic, bon bah voilà, pour nous, c'est un peu bullshit. C'est du rêve qui est vendu parce que de base, c'est un projet AGI. Et depuis que ça s'est arrivé, bah, tout le monde nous a attrapé la veste en mode de regarder, ils font vraiment des trucs. Donc oui, ils font du proof of work, ils font du merge mining et ils vont attaquer Monero. Après, pour l'instant, c'est toujours pas un réseau AGI, il n'y a toujours rien de vraiment très intéressant dessus. Par contre, ils sont très très forts. Franchement, le coup de com que ça a été, très très fort. Faut reconnaître. Bah, ça a été très très fort. Les gens sont très contents de voir qu'il y a du buyback de Cubic qui s'en burn grâce au revenu qui est généré par le Monero. On peut critiquer Cubic sur le fondamental, chose avec laquelle je suis absolument d'accord. En termes de marketing et en termes de lavage de cerveau, on ne peut que saluer l'énorme travail qui a été fait de la part de la team. C'est absolument magnifique. Et on dissociera bien entendu le fondamental de la spéculation parce que ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Tout à fait. Et news suivante, on a Nader qui nous annonce que du coup on a Eigendier qui est devenu beaucoup plus scalable, ce qui est très cool pour MegaTH. J'ai vu que MegaTH a répondu parce que c'était vraiment leur problème, ils n'arrivaient pas à faire tenir la chaîne sur Eigendier. On a x7, donc 100 mégabytes par seconde, c'est énorme. Je sais plus comparé à Celestia, mais genre ça étale Celestia. Bon, après, Celestia a d'autres trucs, mais c'est vrai que là, c'est quand même assez impressionnant le travail qu'ils font. Et voilà, c'est très bullish pour Eigendier, qui est du coup un AVS sur Eigenlayer. C'est la même team, mais du coup, ça fait aussi des revenus pour Eigenlayer. Donc c'est très sympa. Je crois que Celestia, fin 2024, on était à... mince, pardon. C'était pas 15 ? On était à 27 du coup. Après, je crois que c'était le testnet qui était là. Je sais pas si on peut voir le... là, on a le max route, c'est 1,33, mais je sais pas si c'est à jour. Donc, je sais pas si c'est live sur mainnet, si c'est pas live sur mainnet. Ce serait à creuser. Là, on voit 2025 janvier 8 mégabits. Et sur le testnet, on arrive à 27. Donc, bon, faut voir ce que ça donne pour la suite. Ouais. Donc petite victoire de MegaETH, ça fait plaisir à voir, ça va être très très cool pour MegaETH, d'ailleurs on a un petit truc sur MegaETH qui arrive juste ensuite. On va parler rapidement de Linea, on va pas revenir sur la tokenomics désastreuse, sur le... Ah si, d'ailleurs il y a le pré-market qui est dispo, on va aller regarder le pré-market. Ah putain, c'est vrai. Tout ça pour dire que Linea, ils ont prévu quoi sur leur layer 2? C'est le fait que les frais de transaction sur le layer 2 seront directement brûlés. Pourquoi pas? Ils sacrifient leurs revenus pour burn de l'Ether. Ils sont alignés avec leur vision. Linea, c'est Consensus. Oui, si, Consensus. Consensus, oui. Oui, c'est ça. C'est SBET, etc., etc. Des grands fanatiques d'Ether, bien entendu. Et on verra donc ce que ça donne en termes d'utilisation sur la chaîne. On va essayer de retrouver le pré-market sur Evo rapidement. Peut-être dire que tout le monde s'est bien moqué de Linea parce qu'ils ont que 10% d'airdrop du coup, alors que ça fait 2 ans qu'ils teasent. Oui. Et que, voilà, encore déception et déception. Hein. Bien sûr. C'est comme ça. Et là, ça se trade à... je crois que c'était 2,5 milliards quand j'ai regardé il y a pas très longtemps. On va rapidement j'ai vu 3 milliards sur X, moi. On va faire rapidement le calcul. On va... Tac, c'est fois... Ils abusent à AV de pas le marquer. 0,48. Oui, un peu.
Donc, 0,048, c'est 3 milliards et demi en FDV voilà, à l'heure c'est ce actuelle. que j'ai vu. Est-ce qu'il n'y a pas un Donc, short là? ouais, franchement, shorter le pré-market sur un marché Ouais, comme ça, c'est pas franchement, je m'y conseillé. risquerais pas. On Ouais. espère que Hyperliquid va faire la même chose qu'ils ont fait avec Pump Fun et qu'il y aura le pré-market de dispo très real quick. Ça pourrait être intéressant. Mm, mm. Donc voilà pour l'INEA. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec Ethos peut-être? Il y a des Ah trucs, bah tu vas voir, vas-y. il y a un petit truc intéressant sur Ethos. Ok. Ça va peut-être te faire grincer des dents, mais je te garde ça Allez. pour la suite. Ethos qui a lancé un nouveau mécanisme. Alors Ethos, je rappelle, c'est Réputation Market dans l'infofaille, etc. Le fait de fournir des avis de qualité, entre guillemets, et un peu donner la réputation générale des acteurs sur le marché. Ils ont lancé donc Ethos Listing qui permet de voter pour les projets sur Ethos, que les gens puissent donner leur avis. Je vais vous montrer ce que ça donne directement là. Donc on voit, on est sur les listings de Ethos et on voit que les gens ils votent tout simplement. Là on voit du 21% bullish pour Espresso sur un avis de 562 personnes. Pardon, Ça vaut ce que chef. ça vaut. 500. Oui. Ça existe depuis longtemps, ça. Ça existe depuis plus d'un mois déjà. Ah Voire bon? deux. Oui. Bah parce que là ils en ont parlé 29 juillet. Hein. Bah peut-être on en reparlait, mais ça existe depuis très longtemps, ouais. Pas Parce très que longtemps. le fait de voter comme ça là? Oui. Oui, 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 oui. Ok. Et Bah alors si ça le livre existe. est très très Ouais, péri. Ouais, ouais, je sais, je sais. c'était ça que j'avais vu. Ouais, parce que Ouais. j'ai vu passer le C'est tweet, je grave. me suis dit que c'était nouveau, donc my bad. Ok. Bah après, ça fait les gens, s'ils étaient pas au courant, c'est cadeau, c'est offert. Après, faut pas oublier un truc, c'est que t'as un vote bullish, un vote bearish. Donc t'es obligé de choisir un perdant, tu vois. Et Hmm. ça biaise un petit peu parce qu'à partir du moment où tout le monde veut choisir un perdant, bah tout le monde se jette dessus, quoi. Donc ouais, Ok. t'en as qui prennent très très cher. Eh ben écoutez. Voilà. Mais en tout cas, j'avais pas du tout l'info, donc je voulais en parler parce que j'étais vraiment pas au courant. Mais c'est Donc très voilà pour ça. intéressant, hein, Ethos. Très D'ailleurs, très j'ai cool. encore un lien d'invitation si jamais quelqu'un Si en a jamais, besoin. on l'enverra. On l'enverra. Il y Tu a peux Magic War enchaîner. qui dit Ah, qu'il est pas pardon. là. Bah, on te fait un bisou aussi, Magic. Voilà, passe une bonne Ouais, soirée. avec grand plaisir. Passe une Et très très bonne soirée. On me demande Ven Podcast GTE très très soon. Très très soon. Il n'y a plus que la Minia, ça devrait arriver normalement ce week-end, si tout se passe bien. Et en plus, c'est pas, ça fait une grosse demi-heure, grosso modo. C'est un peu plus court que c'est très d'habitude. cool, ouais. Donc c'est un format qui est très digeste et qui est d'ailleurs très très cool. Très intéressant, ouais. Ouais. Et Hein. je reçois Euphoria mardi. Et on a d'autres news, voilà, je vais pas tout annoncer, mais en tout cas, on aide l'écosystème MegaETH comme on peut, parce qu'on l'aime, cet écosystème. D'ailleurs, j'en profite pour dire que il y a Mega Mafia 2.0, pour ceux qui ne connaissent pas. Mega Mafia, c'est un groupe de développeurs gérés par la team qui s'entraident. Voilà, c'est pas comme les autres communautés où bah, chacun dev dans son coin et puis du coup ça s'entraide pas. Là, c'est des vraies relations. Des fois, ils se voient dans une partie du monde, ils devent tous ensemble pendant un mois dans le même hôtel ou ce genre de truc. C'est vraiment très bien fait. Et on a 15 projets sur Mega Mafia 1.0 et il y a 2.0 qui va être annoncé. Donc, c'est des projets qui sont qualitatifs. C'est-à-dire que c'est des projets que si vous avez envie de faire partie de l'écosystème, d'aider, faut miser là-dessus. Ce sont les meilleurs projets qui ont été choisis par la team et les plus qualitatifs. Et là, on voit qu'en fait, MegaETH a suivi Blitzo et Don't Worry, qui sont deux projets qui ont l'air de teaser quelque chose. Il y a très peu d'infos dessus. On sait juste que MegaETH les follow. Donc voilà, c'est à suivre. Je trouve ça assez intéressant. Clairement. Et petite news sur Ondo. Ondo, du coup, a intégré 278 actions sur Ondo Global Market. Je sais pas comment fonctionne Ondo Global Market, peut-être que toi tu connais, mais ils arrivent peut-être un peu tard dans la guerre. Ça va peut-être un petit peu bouler, pourquoi pas. Je sais pas. Eh ben écoute, Ondo Global Market, dans le détail, j'avoue que je ne sais pas comment ça fonctionne spécifiquement, je sais que c'est de la tokenisation. Par contre, je sais que sur Khan Academy, j'avais fait une vidéo sur Ondo, là, quand il y avait eu la news de la Ondo Chain, etc. Je me permets de faire le pont parce que je vais ensuite vous parler de Spark, sur laquelle j'ai sorti une vidéo aussi. Ondo, ça date de quand? Oh là là. C'est là, la Ondo Chain. Juste ici, j'en parle. En fait, l'idée c'est de tokeniser directement les equities sur leur chaîne. Je vous mets la vidéo si jamais ça vous intéresse et aussi dans le doc en description. Mais l'idée c'est de faire un peu ce que fait tout le monde, sauf que c'est sur Ondo et que c'est censé être cross-chain à partir de là.
à partir d'une chaîne qui est dédiée aux institutions. Donc à voir à voir ce que ça donne. Tout à fait d'accord. Hop, tac. Il reste quelques news. Ah non, c'est à toi, pardon. C'est à toi. Ouais, bah attends, je vais Désolé, la enchaîner place. sur. Vas-y. Je t'en prie, c'est pas très grave. Je vais enchaîner avec Spark. Spark, pareil, on a sorti une vidéo sur Coin Academy pour en parler de MakerDAO, nouveau Sky Ecosystem et de Spark. On regarde un petit peu les protocoles, les revenus, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas, parce que c'est un acteur qui mérite d'être regardé, Sky Ecosystem, qui est un peu sous-coté, je trouve. Et du coup, dans son pendant, il y a Spark qui lui est lié de manière intrinsèque et qu'il faut forcément connaître quand on parle de Sky. Donc on a fait une petite analyse sur ça et la petite news qui est sortie là, c'est pas vraiment une news parce que c'est pas nouveau, mais c'est un truc que je pense que les gens ne savent pas. C'est le fait qu'il y a Spark qui est en fait derrière les intégrations que Coinbase avait fait avec Morpho aussi. La partie de l'USDC qui est fournie quand vous faites votre collatéral, en fait, il vient de Spark, il vient de Sky Ecosystem directement. Ils ont un vault en fait où les gens empruntent, les gens tapent dans la liquidité que Spark déploie, ce qui leur fait du coup une part des revenus avec plus de 600 millions de TVL qui est déployé là-dessus. Donc je trouvais que c'était très cool à mettre en avant parce que je pense que peu de gens sont pas au courant que c'est un autre protocole qui fait ça. On voit souvent Morpho et Coinbase, ce qui est très bien, mais évidemment il y a la contrepartie sur les USDC avec Spark. Donc encore une fois, une petite vidéo qui est sortie si ça vous intéresse. Je vous mets le lien comme d'habitude. Ah putain, j'ai... C'est pas moi qui t'avais envoyé le token quand il était bas? Si. Putain, on s'est fait... Ah, je suis dégoûté. Attends, on est passé à côté d'un combien là? Oui, on a raté, ça fait x6. Ah putain, mais je le savais. Je me suis pas écouté, voilà. Bah, voilà. Si, t'inquiète, j'ai pas oublié. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, ouais, c'est dur. En plein Ah, live là, c'est dur. La pas réalisation, voulu Ah ouais. quand j'ai compris que c'était le protocole, j'étais en mode oh non, pas ça. Ah putain, dégoûté. Bon, bah, Écoutez, voilà. mais, on en reparlera du Spark sur l'analyse technique. Il y a des trucs intéressants à dire. C'est quand même un token qui peut être qui a ses petits trucs. Mais, Tout à fait. mais effectivement, c'est un protocole intéressant quand même. Ok, Je te laisse enchaîner du coup. Je vais essayer de m'en remettre. On a du coup une nouvelle recherche qui a été faite sur Ethereum. Je crois que c'est un EIP qui permettrait de, en fait, séparer un peu deux couches de sécurisation sur Ethereum pour avoir une couche beaucoup plus rapide et une beaucoup plus lente après pour permettre la confirmation de transactions tout de suite, divisé par environ 3, donc de passer de 12 à 3 ou 4 secondes sur Ethereum. Et après, utiliser vraiment le set de validateurs complet pour tout ce qui est finalité, pour être sûr que tout va bien et tout ça. Et du coup, on n'aurait que 256 validateurs qui feraient la première validation. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet un peu de découpler la sécurité sur Ethereum pour aller beaucoup plus vite. Et je pense que c'est une assez bonne idée. Je ne sais pas si ça passera, mais ce sera à suivre. Autre chose, on a Evolve. Alors, j'ai pas trop regardé, mais apparemment, c'est pour lancer un L1 avec Celestia dessous pour la DA. J'ai pas regardé exactement comment ça marche, mais je vois beaucoup de news autour de la création justement de plein de projets, soit L2, L1, L3, au-dessus des Celestia. Ce qui est assez cool. Après, pour le moment, on n'a pas de gros acteurs qui utilisent ce genre de technologie parce que souvent, les gros acteurs, ils préfèrent avoir la main mise sur tout et pas utiliser des stacks qui sont déjà préconçus. Par contre, dans un futur, on a une vraie adoption de masse et qu'on a, je sais pas, ton Super U qui a besoin d'une layer 2, ça n'arrivera pas, mais voilà, pour le lore, ça pourrait être vraiment utile. En tout cas, dans une vision, on a des milliers de layer 2, ça pourrait être assez utile. Donc voilà, j'avais envie de nommer. Et en dernière news, on a Messari qui a fait un petit rapport sur Pancake parce que plein de fois, il y a des gens qui me demandent ok, pourquoi Pancake fait plein de revenus, est-ce qu'il faut all-in le token? Et à chaque fois je dis les gars, j'en sais rien en vrai, j'ai pas envie en fait c'est un truc, c'est tellement shady que j'ai pas envie de me placer dessus. Et du coup on a une petite explication de Messari qui a l'air intéressante de ce que j'ai compris. Ça va pas l'air très, très clair, mais Pancake Swap mint des cakes. Avec ces cakes qui sont mintés, ils vont incentiver les gens dans les LP. Donc en fait si tu trades, tu fais du volume, tout ça sur tes LP, tu gagnes plein de cakes qui ont été mintés, donc c'est du liquidity mining classique, et avec tous les revenus que eux font au sein du protocole, parce qu'il y a des fees évidemment qui récupèrent, ils buy back leur propre token et les burn. Donc c'est un programme d'incentive qui est un peu bizarre, qui peut être à la fois une flywheel, j'ai oublié comment on dit en français, mais une flywheel avantageuse comme désavantageuse, et là actuellement elle est plutôt désavantageuse, parce qu'il y a plein de gens qui remarquent que
Pancake fait d'énormes volumes et d'énormes revenus. Et pourtant, le token va à la cave. Parce qu'il y a beaucoup plus de mint que de burn. Et donc, c'est un peu complexe. Ils sont en mode full degen mode, Dieu mode, comme dirait Alon. C'est. Voilà. J'aurais pas trop d'avis. Peut-être que la Fireway va marcher. Mais personnellement, surtout sur BNB, quoi. Moi, je touche à rien sur BNB. Hein. Ça m'intéresse pas. Bah, effectivement, et il y a la notion aussi de, comment, pas de wash trading, mais le fait qu'il y a quand même des gros volumes qui soient faits pour rien aussi pour aller farmer sur les Oui. Binance Alpha, etc., etc. Donc, il y a, en fait, c'est pas organique, donc c'est pour ça que le token, il s'apprécie pas autant que quelque chose qui est organique pour le coup. Donc, ça demande à. C'est pour ça que quand on parle des revenus et qu'on regarde certains protocoles qui génèrent entre guillemets des revenus, il faut bien regarder aussi dans le détail un peu ce que ça veut dire. C'est pas juste ça génère du revenu, c'est bien, c'est aussi comment est-ce que c'est fait, d'où ça vient, et est-ce que c'est périn et est-ce que c'est sain. Je reviens juste rapidement sur ce que tu disais sur Ethereum et la proposition d'Italik. L'idée de la proposition, c'est pas de faire un préconfirmation layer comme Espresso, c'est plutôt de changer la manière dont le consensus fonctionne et de faire un truc un peu en deux étapes, un peu comme ce que font énormément de chaînes, les méga ETH, les monades, les Aptos, les SUI peut-être, qui pourraient être assimilés à ça. En fait, on veut tweaker un petit peu le consensus de Ethereum pour faire en sorte d'accélérer la confirmation des transactions, et on parlerait de quelques secondes à la place de 12 secondes, une division par 2 ou 3, entre 2 et 4, tout dépend où est-ce qu'on y va, mais en tout cas ça risque d'être intéressant, et dans tous les cas ce ne sera pas non plus dans l'immédiat, donc on aura le temps d'en reparler si besoin. Tout à fait. J'enchaîne, il me reste quelques petits trucs de ce côté-là. On a Celestia, tu en parlais juste avant, qui a décidé de réduire, enfin qui a envoyé une proposale pour réduire de nouveau l'inflation sur le token. Donc là, on avait déjà réduit l'inflation précédemment, et là, on voudrait de nouveau la rediviser par deux, et on aurait quasiment une inflation flat à 1,5% d'ici quelques années. Donc, on essaye d'avancer pour faire en sorte que le token se fasse un peu moins ouvrir. Ensuite, sur SUI, on a eu l'annonce, entre guillemets, de la trésorerie, la SUI trésorerie, j'ai envie de dire, listée sur Nasdaq avec 1000 City. Ça m'a fait un peu sourire, parce que, est-ce que je vais retrouver mon QRT quelque part? Ça m'a fait un peu sourire parce qu'on a vraiment envie de nous prendre pour des jambons. Je m'explique, alors j'ai retrouvé mon tweet directement. En fait, j'ai lu d'abord la press release et je me suis dit, bon, bah d'accord, ils ont acheté OTC à la fondation SUI, les thunes n'ont jamais vu le marché public, c'est juste la fondation SUI qui a dump directement, qui a récupéré des dollars, qui a récupéré 450 millions, un peu moins, 350 millions, quelque chose comme ça. Donc un petit paquet d'argent. Mais moi, ce qui m'a fait encore plus sourire, c'est la vidéo donc, de Adeniyi, point Sui, donc co-founder de Mysten Labs, qui a dit mot pour mot texto 450 millions qui vont directement racheter des Sui dans l'écosystème. Aussi large que ça veut bien être, hein, l'écosystème, sa définition, c'est les poches de la fondation Sui. Donc j'ai trouvé ça un peu gros de faire une communication publique en disant les gars, l'écosystème suit, franchement, 450 millions, ça régale, alors que les seules personnes qui ont touché le chèque, c'est Sifano et la Sui Fondation. Donc moi, je suis absolument terrifié, je suis très très triste, et je trouve qu'on nous prend pour des jambons. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, on n'est pas étonné de la part de Sui. Hein. Sui, je suis pas particulièrement bearish, mais c'est vrai qu'ils sont toujours un peu shady. Hein. Ils aiment bien arrondir les angles, quoi. Ils aiment bien, exactement. Ils viennent de chez Facebook, hein, faut pas l'oublier. Bah, là, on voit ça. Je vais juste terminer avec les petites news sur Hyperliquid pour ça, et on aura terminé sur la partie des news pour cette semaine. On a Circle qui va intégrer nativement l'USDC, donc que vous allez pouvoir bridger nativement sans devoir passer par Arbitrum, parce que jusqu'à maintenant il fallait passer par Arbitrum pour déposer sur Hyperliquid de manière native. Tous les sous de Hyperliquid sont dans le bridge Arbitrum, tous les USDC, etc. en tout cas. Et maintenant ce sera natif. Enfin, l'USDC sera natif sur Circle, donc ce sera une contrepartie de moins sur quand vous faites le process pour aller sur Hyperliquid, donc ça c'est plutôt très cool. C'est
dommage pour Arbitrum parce que quand les gens retirent de l'USDC par exemple, ils peuvent avoir envie de l'utiliser sur Arbitrum, donc c'est une part de ce flux-là qu'ils vont plus capter. Bon bah ça c'est pas de bol. On a Pendle qui s'est lancé sur l'HyperEVM aussi pour pouvoir trader quelques rendements sur des tokens, hein, que ce soit sur des liquides, des hype stakés liquides, enfin liquid stakés pardon, ou de l'USDT aussi, différents rendements qui sont tradables, donc une belle synergie là. Et un petit FUD qui est. Je suis obligé de le partager parce que le problème c'est que si on le partage jamais, bah, jamais personne au courant. De gens qui, enfin une personne en tout cas, qui s'est fait stuck ses fonds pour des raisons que la team ne veut pas communiquer. En gros, son adresse serait flag par une partie tierce, n'importe quoi qui fait de l'obsec sur la blockchain, et apparemment l'adresse serait flag et du coup il peut plus withdraw et il peut plus rien faire, et la team lui dit juste d'aller entre guillemets se faire empapaouter, voilà. Donc je ne sais pas à quel point c'est réel, je ne sais pas à quel point c'est systémique, mais il faut le noter parce que ça peut effectivement poser problème si jamais ça venait à se répéter, et cette non-transparence est problématique aussi à plusieurs égards. Donc Tout à voilà fait. pour D'ailleurs, on n'a pas les petites évoqué news de cette semaine. le petit bug API qu'il y a Oui, eu. ça c'est pareil. Alors je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière parce que il y Il y a avait pas déjà eu combien? la même chose. La semaine, enfin je crois que Non, c'est ça arrivait mardi. Ça arrivait mardi. Ah, c'était la même semaine alors, ouais. Il y a eu plusieurs jours où l'API d'Hyperliquid était down, donc on ne pouvait plus utiliser le front-end, ce qui est embêtant. Quand en plus c'est dans des périodes de crash, c'est bizarre, c'est surchargé quand ça baisse. Ce qui fait que les gens ne pouvaient plus passer leurs ordres. Ça a duré le premier épisode pendant une petite heure, et ensuite ça a duré une petite dizaine de minutes pour le dernier épisode en date. Donc pareil, est-ce que c'est une attaque quelconque? Est-ce que c'est des gens qui s'amusent à saturer les carnets d'ordre, enfin des transactions, pour essayer de faire tomber Hyperliquid comme ils avaient essayé peut-être de le faire tomber avec le HLP auparavant? Il faut pas oublier qu'Hyperliquid c'est quand même un acteur qui dérange les sexes, mine de rien, donc ce serait pas surprenant qu'ils essayent à plusieurs égards de le faire tomber. Donc effectivement c'est problématique pour les utilisateurs, et ça pose des questions plus larges. Là, vivement le HIP3 finalement, parce que du coup, on n'aura plus ce problème forcément de front-end. Il suffira de changer de front-end pour aller. Mm. C'est ça. Mais sauf que par contre, Hyperliquid ne récoltera pas les fees. Par contre, il aura été payé pour fournir le HIP. Alors, si, il y a Hyperliquid qui touche une partie des frais, et après, Ok. tu as ce qu'on appelle les builder codes, où l'app prend une commission supplémentaire, en gros. Ok. Donc, ça reste les savais frais de base et juste à une petite commission en plus. Là, c'est en fonction de chaque app. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Bon, on va pas en parler à fond là maintenant, mais le fait qu'on ait plein de projets décentralisés qui, dès que le front-end ne fonctionne plus parce que personne ne va aller chercher directement dans l'Explorer comment faire fonctionner le contrat. Du coup, qu'est-ce qui est vraiment décentralisé? Et il faut peut-être trouver une solution à ça, peut-être avoir deux sites. Je sais pas comment tu peux. Bah non, parce que c'est la même API, donc compliqué. Très compliqué. Ouais. J'avoue, j'ai pas la réponse. Je sais même pas. Je sais même pas d'ailleurs si avoir des apps tierces, ça résout le problème, parce que je crois avoir vu passer un tweet d'une app qui disait que en fait il y avait juste pas la possibilité d'envoyer des nouveaux ordres en fait. Si tu avais déjà tes ordres qui étaient placés type un SL déjà programmé, etc., t'avais aucun problème, mais en fait c'est vraiment le fait de renvoyer une requête où là ça ne marche pas. Donc faut voir ce que ça donne, et si jamais ils améliorent le bousin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et Et oui, pour comme répondre à je te mon daron. montre, ça c'était pour les revenus pour les revenus des builder codes, ça c'est ce que touchent les apps, hein. On voit les fantômes, etc. J'en ai pas reparlé, mais fantôme qui continue de Stylé. gagner beaucoup d'argent, qui est peut-être passé un d'ailleurs chance. deuxième. Tiens, je peux envoyer le lien. Stylé. Et il y a tant de gens qui l'utilisent. Ah ouais. Bah là, je sais pas s'il y a tout, mais il y a une vingtaine, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a pas Liminal dedans. Je sais qu'ils ont intégré les builder codes, mais GDM, le gars qui fait le site, et il m'a dit que si Liminal avait les builder codes, ça devrait se voir, sauf que je trouve pas Liminal là-dedans, et même dans les adresses, je trouve pas, et même quand je passe des transactions, je trouve pas non plus la possibilité de traquer Liminal. Donc
J'attends de voir un peu ce que ça donne. Mais on voit Fantôme qui est passé deuxième. Hein. PVP qui fait énormément de sous et Fantôme qui est en train d'arriver juste derrière. Ok, stylé. Et ouais, je voulais répondre à mon daron parce que décentralisation égale nœud, rien d'autre. Mais c'est ce que je dis, si ta blockchain est décentralisée, si ton AAV fonctionne sur un serveur et que le serveur plante, c'est pareil en fait. Bon. Et faire de l'hébergement on-chain, je crois qu'il y a eu des projets, j'avais vu des projets faire ça, mais ça a toujours foiré parce que je sais pas assez performant, je pense. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une vraie solution à ça. On aura peut-être des projets qui sont décentralisés de base en infrastructure, mais juste ça fonctionnera sur un internet qui est centralisé. Il faudra faire avec, peut-être. On verra. Exactement. Voilà. En tout cas, voilà pour les news de cette semaine. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais partager particulièrement, mon ami? Je crois pas, non. Semaine assez calme. Tac, et bien écoute, je propose, si jamais vous avez des questions dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas. On va regarder un petit peu les prix. Si vous avez des tokens particulièrement qui vous stressent, qui vous intéressent, ou la moindre question que vous pouvez avoir, bien sûr, n'hésitez pas. Je viens de penser. Oui. J'ai un petit truc à dire. Il y a Fluid qui a extrêmement bien performé en DEX volume sur Ethereum. Et j'avais envie d'en parler parce que ça fait longtemps que j'en parle et que j'aime beaucoup le projet, que j'aime de plus en plus. Parce que juste, il est trop fort. Alors, attends, je te montre ça. Tac, 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 tac. On en a déjà parlé la semaine dernière. Hein. Je suis désolé, je vous prends la tête avec ça, mais c'est assez fou ce qu'il a réalisé cette semaine. Voilà, c'est mon petit bébé. Après, ce que fait le token, j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est très innovant. Ah, non, c'est pas vrai, j'aurais pas rien à foutre, c'est juste pour me dédouaner. Mais c'est pas une incitation à acheter le token, c'est juste que c'est vraiment innovant pour le coup. Là, vous voyez Fluid depuis mai. Alors avant, c'était encore moins, mais ça prend en compte que les 4 derniers mois. On voit la surperformance, c'est sur Ethereum là. La surperformance de Fluid face à Uniswap. Et il y a quelques jours, là, il la flip. Alors pendant quelques heures, Uniswap a repris un peu le devant. Mais on est quand même sur du 31 face à du 45. Pour un Uniswap, Uniswap, il faut savoir que Ethereum, c'est son terrain de jeu en fait. Il est le roi sur Uniswap. Quand Uniswap s'est fait flip par Aerodrome sur Base, c'était pas son terrain de jeu. Donc c'est normal de se faire détrôner par un nouveau projet. Tu vois, enfin normal. C'était déjà un peu la honte, hein, mais c'est pas grave. Quoi. C'est bon, voilà, exactement. Là, on a Fluid qui arrive sur son propre terrain de jeu, celui qui a vu naître Uniswap, et qui lui met une petite clacasse. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que Fluid n'est pas un DEX en soi. Enfin, c'est un DEX, mais c'est aussi du lending borrowing. Donc c'est pas le seul atout de Fluid. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est parce que Fluid est innovant. Et grâce à cette innovation, il fait ce que ne peut pas faire Uniswap ou n'importe quel acteur comme Curve ou tout ça. Donc voilà, je trouve ça fou et je pense qu'on verra cette année potentiellement voir Fluid surpasser Uniswap sur Ethereum. Ce serait assez fou. Le flipping va peut-être arriver. Absolument. En tout cas, voilà, je trouve la stat assez folle pour un Uniswap. Enfin, inquiétant pour un Uniswap, mais très cool pour un Fluid du coup. Bien, écoutez. On va s'intéresser quelque peu à ce que nous fait le marché. Disclaimer avant qu'on commence. Bien évidemment, on fait cette émission en plein milieu d'un dump. En plein milieu de 1000 trucs qui se passent de manière globale. Il est possible que cette analyse soit très très vite obsolète si jamais on venait à avoir des très bonnes news et ou des très bad news. Donc restez connectés à l'affût. Ne restez pas avec cette analyse hebdomadaire comme seul juge de paix. Voilà, bien entendu, il faudra regarder à partir de lundi et la semaine prochaine si jamais on a des petits problèmes. Les fundings sur BTC ETH se sont fait reset sur Hyperliquid. Je ne sais pas s'ils se sont fait reset, mais j'ai vu qu'ils avaient déjà bien chuté, ils avaient déjà divisé par 3, en tout cas source check on chain. Ils avaient déjà divisé par 3 en passant de 15% à 5% récemment, donc de manière globale. Donc j'imagine qu'ils sont quand même un peu reset. Écoutez, c'est parti. On a plein de trucs. On a évidemment tous les signaux d'un marché qui est en stress, c'est-à-dire un gold qui a récupéré, qui est toujours dans un range d'ailleurs. Un range absolument terrorisant. On va pas mettre une ligne, on va plutôt mettre un carré.
Donc sur le gold, il n'y a pas grand-chose. Ah mince, j'avais pas mis mon écran. Non, Oups. c'est pas grave, je suis là. Effectivement, ça peut être utile. Merci. Donc hop, on a un range sur le gold, clair, net, défini. Il n'y a pas grand-chose à dire dedans du moment qu'on n'a pas sorti une borne ou l'autre borne. Mais ça montre que ce petit rebond est lié bien évidemment à ce qu'on a vu de manière globale. Le SP500, il va nous intéresser le SP500, pourquoi? Eh bien quand je vous disais que c'est les dernières 48 heures qui nous ont fait dégoupiller, c'est pas une vanne, puisque mercredi, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ici, absolument aucune raison de s'inquiéter, entre guillemets, outre mesure. Et là, break de structure ultra net, clair et précis à 6350 points. Donc là, on est jeudi soir. On perd notre niveau de moyenne mobile qui est notre indicateur de tendance. C'est ce qu'on utilise pour savoir où est-ce qu'on en est dans une tendance. Pour le moment, tout allait plutôt bien. Et là, on break la tendance. On casse la tendance dans laquelle on était de manière franche, en tout cas notre tendance à court terme. Parce que si on dézoome, je rappelle que l'SP500 ressemble à ça. Donc, effectivement, c'est le genre de bougie qui est en weekly peu commune. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh bien, avant de crier, là pour le moment, je pense qu'on peut considérer cette correction comme une correction court terme, parce qu'on n'a pas de signe quelconque qu'on a des corrections plus moyen terme qui peuvent arriver. Ce qu'on entend par correction plus moyen terme, c'est que pour le moment, on est dans des structures en 4 heures qui cassent. Voilà, structure en 4 heures. Ici, on a un M-top en 4 heures, donc c'est-à-dire qu'on a sur des petites unités de temps, on a effectivement un retournement. On peut considérer un retournement même en daily, ce qui pourrait nous amener à des corrections qui pourraient prendre une quinzaine de jours, 20 jours, etc., plus longtemps, enfin le temps qu'il faut pour refaire un W en daily, donc ça prend déjà une bonne semaine, mine de rien. Et à partir de là, en weekly, pour s'inquiéter par exemple d'un top, entre guillemets, de cycle, avec des gros guillemets, il faudrait quand même qu'on imprime des structures vraiment longues dans le temps, à base d'un d'un M, qui ferait quelque chose comme ça. Là, on commencerait à s'inquiéter sur un temps beaucoup plus long. Mais là, dans l'immédiat, il est bien trop tôt pour crier au loup et que c'est vraiment la fin des haricots pour toute l'année entière. Là, par exemple, on pourrait se dire, ah bah c'est bon, c'est foutu, l'année 2025, elle est ruinée, par terre, à chier, nul. Pour le moment, il en est bien trop tôt, sachant qu'on a quand même notre deuxième tendance ici, la EMA 200 en 4 heures, donc le bandeau rouge que vous voyez jusque là. En fait, là où on est posé actuellement et sur lequel on va faire la clôture si peu de choses bougent, aujourd'hui et pour le week-end, c'est le niveau qu'on a déjà retesté. Une fois qu'on avait fait notre très très beau W ici sur le bottom ultime en avril, on avait déjà retesté ce niveau ici, ce niveau-là, ce niveau-là. C'est en fait la deuxième phase du retracement quand on entre dans des retracements qui sont un peu plus longs. Vous voyez ici, là c'est un petit dip, une grosse correction qui est un peu plus longue. Petit dip, une grosse correction qui est un peu plus profonde. On fait justement le même type de M-top en 4 heures qu'on voit là. Et ensuite, il faut récupérer nos niveaux, imprimer un W. Et à partir de là, on considère ce niveau comme quelque chose de solide. Et il est bon de spéculer dessus. Donc, en attendant, là dans l'immédiat, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'idée, c'est de dire que du moment qu'on n'a pas une consolidation, un niveau qui tient, etc., on ne va pas se précipiter, particulièrement sur le SP500. Et si jamais il y avait des profits à prendre, ils étaient à prendre là. Ils sont toujours possibles à prendre là, même si je pense que la zone n'est pas très bonne. Je pense qu'on devrait attendre de casser vraiment ce niveau-là pour peut-être se dire que, ok, on va peut-être aller plus bas, ça peut être bien de racheter un peu plus bas, et ou retester plus haut et consolider dans nos résistances, dans une reload zone par exemple, ici, qui serait autour des 6350 points, et à partir de là se dire ok, on perd le niveau, on veut pas l'accepter, c'est probablement pour continuer notre tendance baissière dans l'immédiat. Donc voilà un petit peu les différentes choses qui peuvent s'amener à nous, à voir bien évidemment dans les prochains jours ce qui se passe. On notera quand même qu'il y a un niveau ultra intéressant que moi j'attends depuis quand même un sacré paquet de temps, c'est le retest tout simplement de cet ATH autour des 6100 points. Pourquoi retest ATH? C'est là où on avait fait notre bottom en avril. Là, on avait eu un très gros crash. Donc là, on parle d'un crash qui est beaucoup plus long
que ce qu'on est en train de voir là, mais retest d'ATH, ça pourrait déjà être intéressant, et si on reteste pas l'ATH, ça voudrait dire qu'on réintègre notre range ici, donc on irait vers les 5800 points. C'est très très loin pour le moment, on va pas commencer à parler de ça tout de suite, mais il faut l'avoir en tête. En tout cas, le retest d'ATH, si le niveau tient, ce sera déjà un niveau que je considère comme ultra intéressant pour spéculer. Bref, je continue. On avait vu le dollar la semaine dernière qui nous a fait un beau W, on a eu une énorme correction parce qu'évidemment avec les données économiques, les gens n'ont pas très confiance dans le dollar, donc ils ont vendu de manière générale. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le dollar reste en tendance, jusqu'à preuve du contraire. Ça pourrait être peut-être même intéressant de continuer à parier à la hausse dessus. Néanmoins, on est quand même très content de le voir se faire ouvrir parce que c'est un peu plus positif pour les assets à risque de manière générale. Ensuite, on va prendre tout ce qui est crypto. Au niveau du total crypto, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire de particulièrement négatif. On a des niveaux qui sont un petit peu plus bas sur différentes CZTH, qu'on n'avait pas spécialement beaucoup retesté, pour être honnête. On est sur les bougies de ce qu'on avait fait en décembre et en janvier. Si on prend les corps de bougies, on a des niveaux qui sont un petit peu plus bas, autour des 3,5 trillions de dollars. Donc, à voir ce que ça donne. On notera quand même le fait qu'on soit en tendance toujours avec un EMA 200 4 heures qui nous sert pour le moment de support, mais qui est quand même vachement fragile. On a bien évidemment un M-top qui se dessine en daily, signe qu'on est rentré dans une correction un peu plus profonde. Et évidemment, disons qu'on va prendre plutôt BTC pour voir ce qui s'est passé, mais hop, le signal fort, justement, quand je vous disais que jusqu'à jeudi ça allait plutôt bien et que là maintenant c'est la catastrophe, c'est quand même le fait que, en fait, jusqu'à hier soir, oui c'est ça, jusqu'à hier soir, on tenait notre range sur BTC. Les alts, elles, étaient déjà parties à volo, j'ai envie de dire, étaient déjà en train de corriger, donc c'est pas surprenant qu'elles corrigent encore. Mais disons que sur BTC, du moment qu'on n'a pas cassé notre range de manière claire et nette à la baisse, c'était compliqué de se dire que tout allait partir à volo. Voilà. Donc maintenant qu'on a cassé notre range, on est en train de retester différents niveaux plus bas. On a parlé bien évidemment du gap CME, et comme je vous disais un peu plus tôt, ce fameux gap CME, c'est pas juste qu'on le reteste parce qu'on l'avait déjà retesté un peu plus tôt hier, mais c'est plutôt qu'on est déjà en train de l'ouvrir et qu'on est en train de rentrer dans une correction un peu plus profonde. Combien de temps cette correction doit durer? Eh bien ça c'est la bonne question. Vous voyez ici, je vous affiche le 38.2, enfin les retracements depuis le dernier lot à 98 000. Pourquoi un 38.2? C'est tout simplement là où on fait nos arrêts dans une tendance haussière. On voit ici le bottom à 98 000, c'était un 38.2. Si on prend le dernier mouvement, ici, on avait tenu notre 38.2, on n'avait pas touché le 61.8, mais on s'était arrêté un petit peu plus tôt. Et ça correspondait par contre, le 38.2, au bottom ultime avec FTX et tout ça, qu'on avait presque pixel, et avec le retest ATH. Donc évidemment qu'on reste ouvert en fait à tout retest d'ATH sur BTC, ça pourrait être jusqu'à 108, 110 peut-être, grand maximum. Et on a déjà le 38.2 déjà sous les pieds. Là, vu la réaction sur le marché, ça me paraît ambitieux de dire que ça va tenir dans l'immédiat parce qu'on a quand même bien perdu nos structures dans l'idée. Regardez, on a perdu, je vais vous enlever la FVG ici, mais notre EMA 200 4 heures, donc c'est signe quand même d'une tendance qui a vachement envie de partir plus bas. Même sur un rebond, je pense qu'il faudrait absolument pas prendre pour acquis un quelconque bottom, parce qu'il faudrait récupérer différents niveaux pour vraiment se dire qu'on a le cul sorti des ronces. Et comme je l'ai dit, on est rentré dans quelque chose qui risque de durer quelques jours, peut-être quelques semaines, donc il ne faut pas se presser particulièrement non plus. On voit tout ce que je disais sur Discord, c'est si on perd les 114 qui étaient justement ce niveau ici, plus les 38.2, dans ce cas-là, on va aller travailler toute notre fair value gap qu'on a ici, cette imbalance qu'on avait laissé en daily entre grosso modo les 110 et les 113 500. On a différents ATH qu'on peut retester, l'ATH de juin, l'ATH de janvier-février, lequel est-ce qu'on doit retester, s'arrêter, etc. Et bien ça, ce sera les structures qui nous le diront quand on y sera. Pour le moment, c'est juste
de la baisse et on verra quand est-ce que ça s'arrête. Sur Ether, la même chose. Ether, c'est même moins dramatique, hein, j'ai envie de dire, en tout cas, entre guillemets, moins dramatique. Si on prend du THBTC, ça dump, mais ça dump pas non plus à volo, hein, j'ai envie de dire. On a perdu notre tendance à court terme, ce qui est représentatif de la perte de tendance en général sur les actifs. Maintenant, hop, je vais enlever ça. On pourrait totalement aller retester des niveaux un peu plus bas, disons les 0,028, ce serait pas déconnant. Et sur Ether, les niveaux que je surveille particulièrement, ce sera les niveaux autour des 3400, 3250, où je pense qu'on aura... C'est une zone, à mon sens, qui fait déjà sens, parce qu'on a plusieurs trucs dessus. Je vous affiche tout en même temps, hop, voilà. On a déjà une imbalance en 4 heures qu'on peut aller combler tout en haut de cette zone, donc 3450. C'est pas l'indicateur que je vais privilégier si jamais on doit y aller, c'est pour ça que je vais rajouter d'autres choses derrière. On a la moyenne mobile 200 en 4 heures qui va arriver juste ici, entre les 3300 et les 3400 aussi. Et on a surtout le pivot annuel qui définit un peu une zone qu'on n'a vraiment pas envie de perdre sur Ether, qui correspond au 38,2 de Fibonacci ici. Donc, je considère que les 3200 sur Ether, c'est quand même quelque chose de relativement solide, et c'est aussi en accord avec ce que les options pensent, c'est-à-dire que sur les options, on pense quand même vachement peu avoir un Ether sous les 3200, donc on va pas commencer à vouloir aller beaucoup plus bas. Ça serait déjà un retracement qui serait plutôt intéressant, hein, j'ai envie de dire, un 38,2 sur Ether, hein, ça nous avait donné un retracement déjà assez sympa. Alors on va essayer de... Tac, voilà. Vous voyez, si vous avez acheté le 38.2 sur la dernière correction au mois de juin, c'était déjà très bien. Est-ce qu'on va faire la même chose? Eh ben, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Là, la seule chose qu'on fait, c'est se donner quelques zones dans lesquelles on a envie de voir des réactions, bien entendu. Et si jamais on venait à repartir à la hausse, hein, pour quelconque raison, le signal, ce serait bien évidemment de récupérer toutes nos moyennes mobiles à court terme, repasser au-dessus, tenir notre imbalance qu'on a juste au-dessus de la tête pour repartir, mais dans l'immédiat, je pense qu'à court terme, on reste relativement baissier. C'est pour ça que je m'attarde d'abord sur les scénarios baissiers en premier. Sur Solana, vous voyez même un Solana qui, sur la journée, dump un petit peu moins que son homologue Ether. On est dans des structures, quand on va dézoomer, et c'est ce que je vais tenir comme discours juste après, c'est qu'en fait, quand on dézoome nos structures vraiment sur des horizons de temps weekly, etc., oui, ok, on a des retournements qui vont se faire en daily, pourquoi pas. Maintenant, des grandes structures weekly, il va quand même nous falloir beaucoup plus de choses pour s'inquiéter, je trouve. Il faudrait justement qu'on dessine des vrais M-top avec vraiment une part de momentum beaucoup plus longue, avec ne serait-ce que des bougies en weekly, où il faudrait qu'on fasse un petit up, puis recasser le précédent lot. Enfin, on n'est pas encore à se dire que c'est vraiment la catastrophe, en tout cas dans l'immédiat. Évidemment, c'est possible dans le futur, mais là, dans l'idée, je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir le penser, et c'est pas mon avis général. Sur Solana, du coup, je disais structure en daily qu'on avait confirmé, ce W là. On va vouloir le défendre, et c'est grosso modo ce qu'on va vouloir défendre sur beaucoup d'alt, et en fait, ça vous donne des risk-reward qui sont, mine de rien, vachement intéressants. Et c'est là où, avec Joe, on se rejoindra probablement, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu notre chart, ce qu'on n'a pas du tout envie de voir, et ce qui nous donnerait vraiment un signal baissier pour le coup, ce serait par exemple que sur Solana, on aille break notre niveau des 120, avec de l'acceptation. C'est-à-dire que jusque-là, on reste en tendance en fait. On va continuer à faire des higher high, enfin on veut continuer à en faire. Ici, on veut défendre un higher low pour aller faire des higher high plus tard. Donc ça veut dire que perdre ce lot-là en weekly, parce que là du coup on est en weekly, là ce serait l'invalidation de tout ce que je suis en train de vous dire, et que probablement que sur BTC on est en train d'aller beaucoup plus bas que les 110, et que c'est vraiment la folie furieuse. Même chose sur Ether, ça voudrait dire qu'on aurait perdu les 3200 peut-être, quelque chose comme ça. Disons que c'est des niveaux sur lesquels on doit avoir de la confiance, et d'ailleurs si on est un peu tatillon, on a quand même beaucoup de support hein, sur Sol. On a énormément de moyenne mobile ici, on a de la weekly qui est un petit peu plus bas, mais ça ce serait dans des horizons un petit peu plus longs. Donc dans l'idée,
on va essayer de défendre des zones et il y a des très bons risk-reward, je trouve, quand on dézoome. Après, il y a des alts qui, eux, sont un petit peu moins grandiloquents. On va penser à des Hyperliquid, par exemple, qui sont pas structurellement baissiers sur le reste de l'année. Encore une fois, on va défendre des higher low. Néanmoins, il faut quand même noter que sur Hyperliquid, la correction est un peu plus importante que la moyenne, pour des raisons qui sont obscures, hein, je ne suis pas là pour justifier les raisons, mais ici on a quand même une structure qui est vachement plus longue que sur Ether Sol en termes de structure baissière, depuis les 47, hein, tout simplement. Pardon, les 49. On a perdu toute notre imbalance daily ici, niveau sur lequel on aurait pu trouver de la conviction et essayer de tenir. Ça n'a pas été le cas. Donc toute cette FVG maintenant, ça devient une zone, si jamais on vient retester, qui serait plutôt baissière à court terme, pour peut-être faire des structures comme ça plus tard. Et dans l'immédiat, on est déjà dans notre reload zone de ce dernier mouvement ici, que je vous mets avec les bornes jaunes, donc tout ce qui était de 30 à 50. De combien est-ce qu'on corrige sur Hyperliquid? Encore une fois, c'est compliqué. De la même manière que sur Solana, on veut défendre notre dernier lot ici, il est à 31 sur Hyperliquid. Si jamais on venait à perdre ce lot, on trouvera ça particulièrement inquiétant. Si on vient juste sur ce niveau, on tient et juste on fait une espèce de, je sais pas, de très grand range, hein, quelque chose comme ça, on s'inquiétera pas. Si jamais on venait vraiment à le perdre, bon bah là oui effectivement, mais c'est encore très très loin et on a des moyennes mobiles qui arrivent sous nos pieds, notamment la 3 jours ici, autour des 35 $. Donc voilà pour Hyperliquid. Et de toute façon, il faut se garder en tête que du moment que BTC et Ether sont partis en correction, le reste du marché a très peu de chances de performer mieux ou de se tenir mieux que la moyenne. Enfin, il y a quand même des structures. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Très bien. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai commencé ma phrase, j'ai oublié. Bon bah. J'ai un petit truc à dire oui, sur Hyperliquid. Parce qu'on avait parlé avec Hugo BNE, pour ceux qu'on la rêve sur X, que potentiellement SireUp et Hyperliquid avaient été des réserves de valeur quand le marché se faisait chier et qu'il n'y avait que eux qui montaient. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça, mais c'est vrai que les deux ont très très bien morflé. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un point. Tu vois, en fait, je pense que tu as beaucoup de gens qui sont rentrés en mode réserve de valeur. Ils ont vu que tout pétait sauf Hyperliquid et SireUp. Et petit à petit, ils ont juste abandonné. Et c'est comme ça que sur tous les prix. Et ça veut pas dire que Hyperliquid est mort, hein, loin de là. Il va redevenir très 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 intéressant. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, si on considère que le marché est toujours aussi pour reste de l'année, ce qui est mon cas, est-ce qu'on pense qu'Hyperliquid ne va pas performer? Non. Et est-ce qu'on pense même qu'il va surperformer les majors? C'est plutôt mon avis. Il aura son moment, sa fenêtre. Ouais, mais et même quand on prend compte Ether et Sol, moi il y a des niveaux que j'ai déjà partagé sur Discord. Le hype Ether, pour moi, il me fait de l'œil à partir de là où on est en fait. Ça fait déjà depuis qu'en fait on a cassé cette grande structure là. Là en fait et qu'on a fait moins 50% sur le moins 30 pardon, sur le ratio, c'est déjà une zone que j'ai en tête où on va vouloir essayer de tenir une structure quelconque. Là c'est le haut de range qu'on avait quitté là, ça correspond avec un Fibonacci, il y a de la moyenne mobile aussi qui est un petit peu plus bas. C'est un niveau sur lequel swap de l'Ether en hype, ça peut se faire. Ça me semble pas idiot. Maintenant, le faire maintenant tout de suite dans l'immédiat, peut-être prématuré. Mais peut-être qu'à posteriori, là, on est en train de voir des zones de bottom ultime. J'en sais rien. Mais dans l'immédiat, c'est prématuré. On va pas se précipiter. Si on a de l'Ether, on est très content que l'Ether se fasse un peu moins soulever et qu'on ait de la valeur qui se conserve un peu mieux. Et même quand on prend pour Sol, on sait qu'on a un petit peu de marge aussi un peu plus bas. Notamment. Donc ça concerne les grandes majors. On voit que les majors, on a quand même des structures intéressantes. Et on a des choses à défendre en termes de structure, donc, et surtout à horizon moyen à long terme, enfin moyen terme plutôt, disons sur l'année, je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour dire que ça y est, c'est complètement foutu et qu'il y a plutôt des risques rewards intéressants si on reste aussi pour l'année, en tout cas. Ce qui est
encore une fois, mon avis perso, et après, si vous avez un autre avis, bah, dans ce cas-là, vous allez chercher peut-être des setups de short, etc. Dans le chat, vous m'avez parlé, vous vouliez que je parle de quelques petits trucs. Alors, évidemment, j'ai parlé d'Ether, ça, c'est déjà fait. On va parler de Fluid pour commencer cette petite liste, hein, cette petite tambouille. Fluid, où est-ce que Là, ça elle est se trouve? particulière, je crois, parce il a vraiment pris 50% d'un coup, quoi. Tac. Tac. Donc là, Fluid, on avait un W qu'on avait dessiné là. Donc timide, mais qui est quand même existant. Un W ici, cassure du W. Si on zoome un petit peu, on a même notre thèse de la ligne de coup ici en petit time frame. Là, on se situe où? On se situe de nouveau sur cette ligne de coup du W. Si ça se trouve, c'est une excellente zone et c'est peut-être le bottom ultime au moment où je parle, ça ferait sens, très honnêtement. Mais peut-être que la chart weekly, elle ressemble à ça, que la semaine prochaine, on fait quelque chose comme ça, j'en sais rien, tu vois, par exemple. Et j'ai vu, Jim, ton message, ne t'en fais pas, je vais en parler. Est-ce que tu parles d'AKT ou de AKH? Parce que AKH, je connais pas, donc je sais pas si c'est AKT ou AKH. N'hésite pas à préciser. Donc pour Fluid, on avait perdu de la même manière que AAV et consort les petites moyennes mobiles ici qui étaient déjà un sell signal à minima à court terme de prise de profit. On n'est pas obligé de quitter toute sa position, mais on peut moins sortir tout ou partie. Pour le moment, où est-ce qu'on s'inscrit? On s'inscrit toujours dans une tendance baissière. On reteste toutes nos moyennes mobiles. Donc on est passé d'une phase de hausse à une phase de range plus ou moins d'indécision plutôt, et maintenant on a une autre tendance qui est dans ce sens-là. Et après on va vouloir chercher, voir et attendre une zone de consolidation ou un retournement, etc., etc. Donc pour le moment on est parti en tendance baissière, hein, ça, de toute façon ça paraît très très clair. Donc dans l'immédiat il n'y a pas besoin de se précipiter à l'achat. Est-ce qu'il faut vendre? Bah ça va dépendre de où est-ce qu'on pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas si jamais on a des profits à prendre, etc. Sur Fluid, on a une reload zone qui va se situer entre les 4 et les 4,40, par ici. C'est la reload zone de notre dernier mouvement haussier. Si on veut défendre la structure, c'est là-bas qu'on aura les meilleurs risk reward, donc ça peut peut-être être intéressant d'attendre ce niveau. En tout cas, ce serait clairement à surveiller. Est-ce qu'on a des choses particulières de ce côté-là? On a quand même un pivot mensuel. Le pivot mensuel s'est réouvert plus haut, je pense. On avait le pivot mensuel ici en juillet. Et dans l'immédiat, il n'y a pas spécialement grand chose d'autre hein, en termes d'AT. On a traversé toute notre imbalance qu'on avait ici. Tout ça. Enfin, même juste ça d'ailleurs. On avait traversé tout ça. Et est-ce qu'on a de l'imbalance un peu plus tard? Bah, ça va correspondre à notre reload zone. Toute cette zone ici. Hop. Qui constituera de l'imbalance daily, qui est strictement la reload zone, donc je vais même pas m'embêter à la noter. Donc c'est là-bas qu'on aurait envie d'en acheter. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? Bah, encore une fois, hein, quand on vous dit que ça va très très vite quand il faut sortir, c'est que ça va très très vite. Le mardi, tout va bien. À partir de mardi, tout va plus bien. Et à partir de mardi, ça c'est un sell signal qui est déjà intéressant quand on break le range et qu'on perd nos petites moyennes mobiles après avoir consolidé. Donc voilà pour Fluid. Je vois AKT dans le chat, du coup je vais pouvoir en parler. Hop, je me note ça. Parfait. AKT, alors j'avoue que le Dépin, ça fait pas partie des secteurs que je surveille parce que les charts sont absolument atroces de manière générale. Ah, d'accord, mais il n'y a même pas AKH dans mes listes. Bah, c'est vraiment catastrophique. Pour vous dire le niveau que j'accorde au Dépin, de manière générale. Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Tac. Bah, sur Akash, c'est pareil. Depuis mardi, on a vraiment perdu des niveaux qui étaient importants, évidemment. Maintenant, très honnêtement, sur Akash, c'est complexe parce que on est trop bas pour vendre, je trouve, parce qu'on revient dans les reload zones, donc ce serait des zones plutôt qu'on a envie de défendre, de manière générale. Maintenant, si BTC corrige plus, etc., la reload zone, elle va juste exploser, qu'on soit d'accord. Et on ira faire probablement peut-être un ATL ou plus bas, que sais-je. Sur Akash, très honnêtement, je pas grand-chose qui me
qui m'inspire, hein. À part le fait de dire que là, dans l'immédiat, alors si on a acheté ici, bon, bah, c'est-à-dire on est juste revenu à break-even. C'est-à-dire que notre stop, il peut être placé là où on a acheté. Si on a acheté beaucoup plus haut, la charte de AKT, quand on la dézoome, moi, me tétanise, hein. Parce que ici, ici, on a envie de défendre des lots, mais derrière, on a une énorme structure qui est juste baissière. Donc en fait, on est rentré dans une espèce de compression. Et à partir de là, une compression, ça peut partir dans les deux sens. Soit AKT implose en plein vol, soit juste on est en train de créer un range, tout simplement. On pourrait définir sur ces deux bornes. Tac. Grosso modo, avec une petite escapade au-dessus. Et toujours ce niveau-là. Hein. Mais ça fait pas partie des actifs sur lesquels j'ai particulièrement d'ambition, hein, pour être honnête. Si j'en avais, enfin c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs, c'est des trucs sur lesquels j'ai aucune lecture particulière, je ne sais pas quoi en penser. Tellement mou du genou de manière générale que bon, quand même complexe. Tu penses qu'il peut aller à un ATH? Pour moi c'est largement improbable. Je dirais pas impossible, mais hautement improbable. La structure en weekly, elle est complètement baissière, hein, donc moi je viserais déjà en première approche pas beaucoup plus haut que les 3,50$. Hein, donc voilà. Ensuite, on va parler de Jup. Un petit token sur Sol. Je fais un détour par Morpho parce que Morpho, ça fait partie des setups sur les alts qui va ressembler à Solana. Ça, c'est ce qu'on avait vu en stream sur ma chaîne perso. L'idée, c'est quoi? C'est l'idée qu'on va vouloir défendre n'importe quel, qu'on va vouloir défendre notre dernier lot ici en fait, à 1,08. Voilà. On va défendre notre structure en daily, en weekly, 3 jours, bref. Notre structure haussière. Donc ça veut dire que là, dans l'immédiat, si on admet qu'on doit aller corriger plus bas, et ben dans ce cas-là, c'est-à-dire que la reload zone sur Morpho, ce sera probablement une excellente zone, qui viendrait peut-être même combler notre imbalance qu'on avait laissé là. Tac. Ce serait probablement là-bas qu'on aurait envie de le mettre le plus d'ordre. En stream, j'avais dit que là, sur la ligne de coup, ça pouvait être intéressant, mais que les lignes de coup, c'était compliqué parce qu'on peut les enfoncer sans que ce soit dramatique, en fait. Qu'on enfonce des lignes de coup, un peu plus, mais qu'on garde en fait nos structures intactes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué de spéculer dans ce sens-là. Mais en tout cas, sur Morpho, personnellement, si on réussit à garder notre momentum sur les majors, etc., et que grosso modo on pose des bottoms, si les bottoms sont dans cette zone, ce sera une excellente zone à bid. Voilà. Si je peux me permettre, oui. je parle très peu de Morpho parce qu'en fait il y a un moment où il était trop en surperf, donc juste j'ai un peu oublié pendant un moment parce que j'en ai pas, hein, j'ai raté l'upside. Maintenant qu'il est sur de bons prix, j'avoue que ça me tente beaucoup, surtout que pour moi ça fait partie de la sainte trinité de la DeFi. T'as Fluid, Aero, Morpho. Pour moi, c'est vraiment les trucs que je regarde tout le temps, je les adore. Je trouve que fondamentalement, ils sont très très solides. Donc là, j'avoue qu'à ces prix-là, ça commence à tenter. Hein. Et je vous les mets contre AAV parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait regardé en stream. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de dire que c'est très simple. Morpho surperforme dans les phases où les alts performent et sous-performe dans les phases où les alts se font ouvrir. Pourquoi? Parce que AAV, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide, qui est moins volatile par sa capitalisation, par son passif, entre guillemets. Donc s'il y avait un alt sur lequel spéculer entre AAV et Morpho, je privilégierais Morpho sur des surperformances d'alt. Même si à long terme, je pense qu'avec AAV, on a un peu moins de soucis. Mais bon, voilà. Avant d'acheter les dips sur les alts, il faudrait voir ce que fait BTC. On risque d'aller chercher les 109K et là, si ça casse, c'est la merde. Ce que je disais, les zones sur les alts, je vais pas acheter un truc sur un alt. Tu fais très bien de le préciser, Mastrep, je vais le repréciser quand même. Les zones sur les alts, c'est des zones sur lesquelles, si BTC, ETH et consorts tient, et ben dans ce cas-là, c'est la zone, la zone elle est opti. Enfin, si les deux zones correspondent, ça veut dire que la zone elle est opti. Dans l'immédiat, évidemment que on va
on va pas max bid des alts si jamais on va plus bas. Même si je serais pas d'accord sur le fait que il faut attendre de voir que fait BTC. Parce que si BTC va à 109, c'est-à-dire qu'on va aller dans les zones que je définis là sur les alts. Et qu'on est toujours en train de tenir nos structures quelconques. Donc, je pense que tu as raison sur le fait qu'il ne faut pas se précipiter, je suis absolument d'accord. Et que les alts peuvent rester très très nuls pendant très longtemps. Voilà. Jup, un petit range. Voilà. Donc Jup, ça peut aller creuser jusqu'à 0,34, non, ce sera absolument pas déconnant, ça c'est juste un énorme range. Borne haute, enfin plutôt borne haute ici, borne basse là-bas. Et quelques escapades au-dessus, en dessous, en grosso modo. Donc sur Jup, ça peut aller chercher les 0,34, etc. Encore une fois, on a perdu à court terme tous les supports quelconques. Donc si on avait des gains, bah, on pouvait les sortir largement ici. En tout cas, c'est ce que j'aurais probablement fait. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Je pense pas. Hein. Il y avait quelques autres alts, mais de manière générale, c'est des analyses qui se ressemblent. En tout cas, si votre alt il est pas trop exotique. Je peux parler du collat un petit peu. Moi toi, je sais que tu attendrais une confirmation, mais moi, je le trouve très sexy, mais c'est très dégène. Hein. Mais il veut savoir mon SL, donc c'est tellement c'est juste le niveau le plus bas. Hein. Mais de toute façon, le SL, il est très simple. Il n'y a pas de. Voilà, il est très simple. Le SL, c'est un plus bas là, et puis je me casse. Hein. Exactement. C'est ça. Là, c'est un range. Hein, donc, bon. C'est un range. Et d'ailleurs, il se tient. Je sais que si Aigri voulait rentrer là-dedans, il attendrait que ça pète, que ça peut-être teste, et il entre. Ouais. Moi, j'en trouverais n'importe quoi qui explose là, quoi. Ouais. Mais regarde-le face à ETH ou BTC, tu vas voir, c'est assez impressionnant, honnêtement. Même si je peux comprendre qu'on ait envie de le bid maintenant, mais je pense que dans tous les cas, faut pas se presser, quoi. Je suis d'accord. En vrai, je trouve que c'est trop tôt, mais c'est juste que j'ai pas envie de le surveiller à tous les jours. Voilà. Ah, plutôt versus BTC, il est vraiment super pour le coup. C'est vrai que ETH, il a une petite sous-performance court terme. Ouais, bah après après deux actifs qui range, effectivement, bon bah ça donne un ratio qui range, quoi. Évidemment. C'est le RR qui est bon. Après, je peux totalement être perdant là-dessus. Hein. Je prends le risque. Entendu. Mais du coup, la question qui se pose, comme le disait Masreb, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et ben, la question elle est très simple. Et là, encore une fois, c'est quand on fait des analyses, Quand on fait des analyses et qu'on vous parle de prix, que je vous parle de prix et ce que je vous dis, c'est qu'en fait, en parallèle, moi, j'arbitre mes bagues d'une certaine manière avec certaines zones, etc., qui seront différentes pour chacun. Et en plus de ça, j'ai peut-être une tendance à être un peu trop actif sur mes bagues. Donc, j'ai pas envie de vous infliger ça. Et c'est à chacun de monitorer ses bagues. Quand on voit les dernières structures qu'on avait sur la dernière semaine, il y avait de quoi prendre des profits un peu plus hauts. Moi, sur les trades que j'avais, la plupart sont sortis parce que en fait, c'est des niveaux d'invalidation. En fait, ça augmente petit à petit, on remonte les stops, on remonte les stops, on remonte les stops. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui fait que on invalide le stop, on prend les profits, les pertes, les break-even, peu importe comment est-ce qu'on est rentré, à quel prix, etc. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Si j'avais eu la présence d'esprit, évidemment qu'on aurait pu partir sur des shorts évidents. Je l'ai pas fait parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin de trader tous les mouvements quelconques, etc. Et que là, en fait, il vaut mieux se concentrer sur l'après, genre les zones dans lesquelles on peut voir des retournements, sachant que je considère qu'on est toujours haussier. On a parlé de BTC, les 113, les 109, enfin les 113 sur lesquels on est, jusqu'aux 109, grosso modo. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on avise. Là, pour être honnête, moi sur BTC, j'avais même un long que j'ai repris en fait à partir de jeudi quand on tenait le range. J'ai long le bas de range et je vais probablement me faire SL sous les 112 parce que j'étais en mode ça veut dire que c'est pas le bas de range qui définira notre bottom, ce sera ailleurs. Et je sais pas où ce sera, je vais probablement prendre un SL sur une position et perdre 1% du capital, voilà, peu importe. Et on regardera où est-ce que les bottoms vont se poser pour le reste. Sur Ether, un petit achat à 3600
Ça fait jamais de mal parce que c'est déjà une zone intéressante, même si je vous dis que le gros cœur de la position qu'on aura envie de prendre, c'est dans les 3300, 3200, etc. C'est là-bas où on a tellement une concentration de trucs il y a un minima, j'ose penser qu'il y aura un minima, un rebond à court terme, quelconque, niveau sur lequel on trouvera n'importe quoi qui. Voilà. Donc c'est là-bas qu'on posera quelque chose. Et maintenant, est-ce que ça va durer une semaine, 15 jours, un mois? Je ne sais pas. Sur les options, on considère que la première quinzaine sera un peu molle du genou, pas spécialement intéressante. Et à partir de septembre, on recontinue à repartir à la hausse. Ça prépare déjà, des petits paris haussiers, même si évidemment à court terme ça reste baissier. Il ne faut pas confondre les horizons de temps, en tout cas dans l'idée. Voilà. Ok. Est-ce que je peux répondre à la question du coup de sûr. Mashrib? Et puis enchaîner avec 2-3 trucs. J'ai trouvé des trucs très sympas à vous présenter avant de terminer là-dessus. Il y a des news qui sont sorties qui sont vraiment très intéressantes. Alors déjà, je vais répondre juste à Mashrib. Je voulais que Joe m'explique c'est quoi Believe App. Je sais que ça lance des tokens, mais c'est quoi le but? Le but, c'est de trouver des entreprises du Web 2 qui ont des projets de Web 2, donc vraiment juste des applications, des sites, peu importe, qui ne sont pas Web 3. Et de créer des tokens pour eux. Et il y a un pourcentage qui est pris sur le volume qui va dans leur caisse. Donc en fait, c'est une sorte de launchpad à startup Web 2 qui utilise le on-ramp sur le Web 3 pour générer du cash et pour juste avoir un fonds d'investissement, un fundraising. Cela dit, pour le moment, Believe, il y a 0 volume. Tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas de feu de départ, mais c'est toujours pareil. C'est soit tu arrives très tôt et tu risques de te manger à moins 50%, soit tu arrives plus tard, après confirmation, et potentiellement tu arrives trop tard. C'est un peu compliqué. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais là, c'est tôt aussi. Hein. De toute façon, les low cap, c'est trop tôt. En vrai, le marché valorise plutôt les high cap actuellement. Et du coup, j'ai trouvé un truc très intéressant. On a Aerodrome. Il y a une petite interview qui est sortie avec Brian Armstrong de Coinbase, qui dit qu'Aerodrome devrait être en place dans les prochaines semaines sur Coinbase. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de l'entendre parler de sa vision. Alors, Coinbase, c'est toujours des acteurs que personnellement j'aime beaucoup. Sa vision, c'est que ah bah tiens, je vais peut-être avoir Billy en interview. Voilà, en live, il vient de me répondre. Ça pourrait être intéressant. Ouais, je trouvais ça intéressant comme interview. Bref, du coup, en fait, sa vision, c'est vraiment d'avoir Coinbase et pas un sexe, en fait, mais vraiment un front-end avec des DEX par derrière. Et c'est pour ça qu'il veut vraiment intégrer Aerodrome et probablement d'autres DEX. C'est vraiment pour bénéficier de ce qu'offre la crypto, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce gars, c'est qu'il a compris l'avantage de la blockchain. Et c'est pour ça que je suis assez bullish sur Aerodrome, parce que si Aerodrome commence à être vraiment le back-end du volume que génère Coinbase, ça peut être assez énorme. En plus, ils font vraiment très bien les choses, je trouve. Autre chose, on parlait de Hyperliquid. Hyperliquid a baissé en termes de prix, en termes de fonda. C'est du up-only. On a quasiment doublé depuis le début de l'année en frais, en revenus. Et ça, on parle que c'est 100% du buyback. C'est sans compter tout ce que fait l'Hyper-IVM, même si c'est un peu l'eau de boudin en ce moment. Ça reviendra très probablement. Donc voilà, j'avais envie de dire que le prix ne reflète pas le fonda. Et qu'il y a peut-être une asymétrie assez forte sur le token actuellement. Voilà. Coinbase se gave sur les frais. Probablement oui aussi. Oui. Disons que sur Hyperliquid, mais même de manière générale sur les alts, mais sur Hyperliquid, plus on baissera, plus les gens vont perdre la vision, entre guillemets. C'est ça. Vision qui était beaucoup plus simple à avoir quand l'actif surperformait tout, et maintenant qui va un peu sous-perf, et qui sous-perf déjà les alts, et qu'il est revenu dans la moyenne des alts, j'ai envie de dire, les gens vont un peu perdre la vision, entre guillemets, se positionner beaucoup moins, et c'est-à-dire que le prochain rallye, si rallye il y a bien entendu, ce sera un rallye où il y aura probablement moins de gens en fait dedans, et qui permettra peut-être d'avoir une hausse un peu plus sympa, moins chargée en personnes. Voilà. Et quand les gens insulteront Picsou parce qu'ils parlent d'Hyperliquid tout le temps, n'oubliez pas bien évidemment de lâcher votre meilleur market buy, ça fait toujours plaisir.
Bah, Boubou vient de le clash un petit peu, donc c'est Ah déjà, ouais? ouais, ouais, Bah il a après, cru que Boubou, on est sur. c'est Boubou, c'est Boubou, ouais. On Et l'adore puis, ou on le de toute déteste. façon, c'est un ami. C'est un ami de, Oui. de Et Picsou, donc c'est pas très pour, grave. pour répondre à Picsou, Psycho, pardon. Coinbase, c'est un gros sexe. C'est le premier sexe aux US en fait, hein. Nous, on utilise Binance en Europe, mais là-bas, c'est que Coinbase. Et c'est pour ça qu'on suit le Aux Coinbase US, ouais. Indicator, sur Telegram ou ailleurs, parce que non, c'est énorme. Et pour répondre à Psycho, ok. Prospecter des entreprises moyennes non cotées et vendre le fait de faire une levée de fonds en token. C'est exactement ça, tu as tout à fait compris. Et ils sont en partenariat avec WOP. Pour ceux qui connaissent WOP, voilà, c'est une plateforme d'auto-entrepreneurs, start-up. Donc ils sont déjà ils ont de très bons partenariats, c'est vraiment très intéressant. Et comme je dis chaque semaine, et ça va pas changer, il manque l'étincelle. Tant qu'il n'y aura pas l'étincelle, le truc, il peut tendre à zéro sans problème, hein. Donc voilà, c'est du believe. Là, faut vraiment believe, quoi. Et j'ai pas envie d'envoyer les gens à la casse, donc voilà. Mais vous avez les infos. Totalement. Tac. Et puis je sais pas, pour terminer, je crois que quelqu'un demandait en termes d'exposition. Bah, dans les médias, vous aurez compris qu'en termes d'exposition, ça reste assez mesuré. Quelques petites pauses, bien évidemment, sur les majors, type ETH Spot, BTC, évidemment, ça ne bouge pas d'un iota. Au contraire, sur BTC, là, ce qui va m'intéresser, ce sera d'essayer de voir à quelle zone est-ce qu'on peut, par exemple, optimiser un emprunt sur AAV pour avoir une belle zone où on peut avoir plus de liquidité pour après se positionner sur d'autres trucs, etc. Utiliser un maximum son capital disponible, par exemple. Et comme je l'ai dit, hein, de toute façon, sur le reste, là, dans l'immédiat, pas grand chose à dire. Je vous montre le dernier petit post de Jeff en live, comme ça on se fait ça ensemble, et puis on arrivera sur la fin de l'émission. Un avis sur Ton, me dit Jujo. J'ai l'impression qu'il peut surprendre à avoir un retournement. Ton est un actif qui est relativement intéressant à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je l'ai regardé, je trouvais qu'il baissait moins que la moyenne. Donc, ça peut être, il y aura peut-être quelque chose en vrai. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je troll, c'est vrai que le dernier live, c'est vrai qu'on a rigolé à gros sexe au dernier live, c'est vrai. La mentalité. La mentalité. Je l'ai pas eu. Du coup, Jeff qui nous dit, du coup, il parle bien sûr des derniers flows que j'étais en train de regarder en même temps que Joe parlait, donc pour voir un peu ce qu'il en est. C'est vrai que bon, la dominance, alors ça devrait pas trop vous surprendre, mais la dominance est bien évidemment baissière. On cherche plus à vendre les paris haussiers un peu lointains pour acheter un peu plus de protection. On voit hein, toute cette zone des 110, 113 qui commencent à être attaquées aussi, mais ça reste relativement limité. C'est pas en mode on parie massivement sur le fait qu'on aille à 100 000, à 90 000, etc. On ajoute vraiment des petites touches de trucs en mode bon, dans le doute sur un mouvement de panique, ces trucs-là peuvent prendre de la valeur. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut prendre en tête, c'est que quand on achète par exemple une protection à 90 000 sur BTC, si on descend ne serait-ce que là on est à 113, mais si on descend ne serait-ce qu'à 110, cette protection va prendre de la valeur. Et c'est déjà un play qui est possible à jouer à court terme pour différents acteurs. Donc évidemment ça fait sens. On reste pro-baissier, bien évidemment, dans la zone des 110-115 comme le dit Jeff. Plus de protection achetée que de paris à la hausse. Pas très surprenant. Et sur Ether, c'est la même chose, mais un peu plus profond en termes de protection, puisqu'on va viser les 3500 que je vous disais. En gros, si on reste sous les 3500, on devrait rapidement aller chercher les 3300, voire un peu moins. Et même principe que sur BTC, on achète vraiment des crash, enfin des protections en cas de crash vraiment violent, au cas où, sur un mouvement de panique, on arrive à vendre ça un petit peu plus cher et se faire un petit profit. Et après, par contre, comme je vous le disais, post-septembre, on reste sur un scénario d'amplitude haussière. Enfin, d'amplitude. Je vous dis pas qu'on va à 8000$, commencez pas, mais qu'on reste en fait haussier de manière générale et qu'il va falloir serrer des fesses en avril. Pardon, pas du tout en avril, en août. Et voilà pour ça. Très bien. Ouais, en clair, c'est le moment de prendre des vacances si vous voulez et touch grass, quoi. Putain, en parlant de c'est vacances, un peu le message. Je pars Bah oui. pendant ce crash, les amis. La semaine prochaine,
petite semaine, on sera off. Alors je serai off, à moitié pas off, hein, vous avez compris, on va pas On est jamais se off. déconnecter, on n'est jamais vraiment off, mais là où je vais quand même partager moins de trucs et je vous ferai, je pense, un petit point daily, je pense, des différents trucs, des différents machins. Vous donner un petit peu un sentiment de marché général. Et puis en attendant, on va lire des livres et je vous prépare des vidéos sur des bouquins. J'en ai lu plein, il y en a plein à lire et on apprend plein de trucs dedans. Donc À l'ancienne. je vous reviendrai avec ça. À l'ancienne, Pour ceux exactement. qui ont la ref. Pour ceux qui sont là. Mais je ferai un tweet, je ferai un tweet sur ça. Je mettrai les liens des vidéos non répertoriées si les gens Trop peuvent bien. s'intéresser. Oh, le banger. T'as les cheveux Juste courts? en mode. J'ai les cheveux très courts, ouais. Ouais. Ça fait très Je bizarre. crois. Et je vous ferai un tweet pour ça, et ce sera un petit tweet pour dire qu'on part en vacances, mais on reviendra avec beaucoup de trucs. Là, il y a beaucoup de trucs qui sont prévus après pour août et pour septembre. Il y a des petits trucs qui arrivent avec des petits projets sur le méga ETH, peut-être, sur des trucs, sur des machins. Bon, on sait pas, il y a peut-être des trucs sympas qui arrivent. Si jamais vous avez des dernières questions, bien évidemment, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Et je voulais en profiter pour dire, là on a pas mal communiqué avec vous par message. N'hésitez pas, nous ça nous fait vraiment plaisir de répondre à vos questions, de passer un peu de temps. C'est vrai que des fois on est un peu en train d'être dans les news ou dans les prix, mais on s'arrête volontiers pour répondre à vos questions. Et je vois que là c'est un peu plus actif, c'est vraiment très sympa. Une autre dynamique en fait. C'est plus. Profitez-en, moins vous êtes nombreux, plus on peut répondre aux questions. Plus c'est le bear market, plus on peut répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. C'est quand même dommage parce qu'on n'a pas fait de live pile dans le timing ou sur les Alpes, on n'a pas eu des questions en mode hey, tu penses quoi de mon token à 20 millions de market cap? Ah, moi et j'en ça, ai eu c'est plein. dommage. Sur X. Alors, sur X, mais en live, on n'en a pas trop eu. En live, on n'a pas eu tout. Dommage. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un bon top signe. Très très bon top signe. Ouais. Mais j'ai dans un autre pays. Non. Enfin, ça dépend si la région parisienne, c'est un autre pays ou pas. C'est chacun met la barre où il veut. Voilà. Ça, c'est. Bon, bah écoutez, on arrive à cette fin de live. Ça fait 1h45. L'émission sera en rediffusion sur YouTube normalement demain matin. J'espère, si tout se passe bien. Avec Laminia qui va bien, etc. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Évidemment, le meilleur conseil, c'est bien sûr de déconnecter des charts, je pense, parce que ça risque d'être un petit peu swingant sur les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à déconnecter un peu. Si vous avez vos objectifs, vos SL qui sont déjà fixés, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à regarder beaucoup trop les charts. Et est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour terminer, Joe, ou pas du tout? Bon, non, on a tout dit. Prenez soin de vous, déconnectez un petit peu, on chill. En septembre, on donne tout. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit depuis des mois, on vit ça ensemble de toute façon. N'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous n'y êtes pas. Je pense que vous y êtes, mais je le dis pour ceux qui n'y sont peut-être pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Profitez de votre week-end. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.